Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Bulletin sportif, le podcast. Je suis très heureux de vous accueillir. Très heureux de vous accueillir, mais également de dire un gros merci à Gagné Sport qui est avec nous depuis les tout débuts. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde, ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagné Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagné Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Un merci immense à la gang de Gagné Sport. Allez les voir, allez sur leur site, allez appeler-les. Vous avez des besoins d'équipement de toutes sortes. Sincèrement, ils ont absolument de tout. Donc, contactez-les. Je vous invite à le faire. Parce que, parlant d'équipement de sport, il y en a amplement qui est utilisé et qui voit beaucoup d'action et surtout d'intensité. C'est incroyable tout ce qu'on a ces temps-ci en termes de qualité de sport. Bien, évidemment, on en a à longueur d'année, là, mais la coche vient de monter parce qu'on est en plein milieu de toutes les finales provinciales. On commence les championnats canadiens. Donc, franchement, on a non seulement la crème de la crème, mais en même temps, la crème avec toute l'émotion et toute l'intensité qu'ils sont capables d'apporter. C'est juste formidable ce qu'on peut voir ces temps-ci. En fin de semaine, je suis allé voir les finales pour l'or et ainsi que les matchs pour le bronze aux championnats provinciaux de basketball collégial qui était au cégep Édouard-Montpetit, une super organisation, c'était fantastique. Terrain magnifique, installation superbe. On avait l'occasion de voir du super beau basketball dans un environnement ultra agréable. Donc, merci pour l'organisation. On a eu des super beaux matchs. Saint-Jean qui a gagné contre Dawson chez les femmes, la joueuse par excellence du tournoi, Rosalie Mercil. Et chez les hommes, Dawson a battu Vanier, joueur par excellence du tournoi, Iman Kerati. Allez lire mon article sur bulletinsportif.ca. J'ai fait le tour de tout ce qui s'est passé. Donc, franchement, c'est la meilleure chose que je peux vous dire, allez là-bas, mais des super beaux matchs du calibre de jeu qui vaut la peine, qui vaut le déplacement. Donc, voilà, je suis très content d'avoir assisté à ça. En fin de semaine, on avait également, en fait, ça commençait jeudi, ça s'est terminé samedi. Jeudi, on avait les demi-finales au basket universitaire, samedi, les finales. Il faut revenir sur ce match-là qu'on a eu jeudi, alors que l'UQAM était à l'Université Laval chez les femmes pour jouer sa demi-finale. L'Université Laval dominait ce match-là jusqu'à la fin du troisième quart. Il menait 52-41. Et à partir de là, l'UQAM a pris en charge tout le match. On a eu un retour à 63-63 et à la sirène de la fin, Alex Dufresne, la vétérane, qui lance un 3 points, boum, finit le match, complète la remontée. Et l'UQAM, comme ça, a réussi à se qualifier pour la grande finale. Un match extraordinaire, franchement, là, fallait le voir. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas plus de gens qui parlent de ces moments-là. Notre sport universitaire nous donne tellement de la qualité, tellement du beau jeu, puis tellement des belles émotions. Passer à côté de ça, ben regarde, c'est leur problème. Nous, on l'a vu. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller sur les comptes Instagram de l'UQAM. Allez voir ce tir-là, c'est juste c'est le summum de ce qu'on peut espérer quand on pratique un sport d'accomplir des faits d'armes comme ceux-là. Donc, l'UQAM qui s'est classé pour la finale et l'UQAM qui est allé gagner contre Bishops, les grandes favorites. Donc, l'UQAM qui représente le RSEQ. Au championnat canadien, l'UQAM chez les gars aussi qui ont battu Bishops, aussi chez les gars. On va faire le tour de tout ça avec Jason Bryan, Jean-Baptiste, plus tard dans l'émission. Donc, j'en parle pas plus. Hockey universitaire. Bon, vous en voulez aussi de l'action au hockey universitaire. On avait chez les hommes du côté de l'OUA demi-finale, donc finale de l'Est entre l'UQTR et Concordia, deux équipes québécoises qui sont en finale de l'Est de l'Ontario. Bref, troisième match, parce qu'on a eu besoin de 3 matchs. On est au troisième match de la série. Concordia mène 4-0
en deuxième période et à partir de là, l'UQTR amorce une remontée. Ils sont remontés jusqu'à 4-4. On est allé en prolongation et Jordan Lepage qui s'en va marquer pour sceller l'issue du match et envoyer l'UQTR en finale de l'Ontario et en même temps assurer leur place au championnat canadien. Donc, ils vont avoir la chance de protéger ou en fait de protéger leur titre de champion canadien et de peut-être réussir le doublé. Donc, un grand moment. Je parlais de grand moment avec le match du UQAM au basket. Ça aussi, c'était juste formidable en fin de semaine. Encore une fois, ceux qui n'en parlent pas, vous ratez ça. Ceux qui ne le suivent pas, vous ratez ça, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de place. D'ailleurs, chapeau à l'équipe de rds.ca qui écrit des articles sur le hockey universitaire. Donc, c'est cette année. Bravo, il faut le souligner. Je chiale souvent, mais il faut le souligner quand ça se passe bien. Donc, bravo, Michael Filion, d'ailleurs, qui en parle. Chez les femmes, Concordia contre l'Université de Montréal. Là aussi, on est allé au troisième match. Concordia l'a emporté. Les deux équipes, Concordia et l'Université de Montréal, sont qualifiées pour le championnat canadien qui va commencer le 16 mars prochain à Montréal. Allez acheter vos billets, allez sur Internet, tapez championnat canadien de hockey universitaire féminin. Ça se passe à Montréal, vous pouvez acheter vos billets. Profitez-en, allez voir ça, les meilleures joueuses au Canada qui vont pouvoir jouer devant vous. Coup de chapeau à Rosalie Bégin-Cyr qui a connu une finale juste fantastique. Donc, on va lui souhaiter que ça continue au championnat canadien puis qu'elle puisse, elle aussi, comme l'UQTR, avoir une chance de répéter leur exploit de l'an passé, les Stingers qui étaient évidemment championnes canadiennes. Collégial, hockey collégial, chez les hommes comme chez les femmes, on va débuter les séries cette semaine. On fait le tour au niveau masculin, on va faire le tour avec Denzel Carey-Guéa tout à l'heure dans l'émission. Chez les femmes, on a évidemment la fin de la saison, comme je disais, Lennoxville et Limoilou qui ont fini la saison, les deux à 52 points. Lennoxville, avec une victoire de plus, se classe première, mais Lennoxville comme Limoilou sont en congé pour la première ronde des séries. Donc, voilà, ça va être à suivre. Gabrielle Santerre finit première marqueuse, 55 points en 30 matchs. Émilie Lucier de John Abbott qui termine deuxième, mais 52 points, elle, en 28 matchs, mais 28 buts en 28 matchs. Donc, franchement, encore une fois, ces deux-là nous en ont mis plein la vue. La gardienne Clara Génier de Limoilou qui mérite aussi absolument des félicitations pour cette superbe saison. Là. Franchement, Limoilou, une équipe formidable cette année. Et certainement, Clara Génier est un des éléments importants de ses succès. Volleyball universitaire, ben, on avait les finales québécoises chez les femmes. L'UQAM l'a emporté. Ben, en fait, on a comment je pourrais dire, la logique a peut-être été respectée. L'UQAM qui était première cette saison ont battu McGill. Des matchs de 3-0, 3-1. Écoutez, Maillé, Pinault, Dacilia, côté Colin, Noémie Gagné, Gabriel Cloutier, là, le 6 partant qui a franchement fait un travail formidable. Puis Pélos Brunel aussi là, en libéraux. Donc, franchement, un travail impeccable de la part des filles des citadins de l'UQAM qui sont championnes provinciales et qui, évidemment, s'en vont au championnat canadien. Chez les hommes, ben, c'est le Vert et Or de Sherbrooke qui a eu un peu de difficulté quand même, a gagné son premier match 3-2, a dû remonter la pente contre les Carabins de l'Université de Montréal. Deuxième match 3-1, Zachary Holland qui a été, encore une fois, délectable en éliminatoire. Ce gars-là a un niveau de jeu qui monte quand l'enjeu est là. 35 points en fin de semaine, donc, dont 30 attaques marquantes du gros volley. Alors voilà, ça résume pas mal ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Je vous invite à nous écouter, à continuer d'écouter le show. On a, comme je disais tantôt, Denzel Carey-Guéa qui fait le tour, qui met la table pour les éliminatoires du hockey collégial. Et après ça, un gros segment de basket universitaire. On va analyser les matchs qu'il y a eu la semaine passée. On va regarder ce qui s'en vient pour nos deux équipes de l'UQAM qui s'en vont au championnat canadien avec Jason Bryan Jean-Baptiste. Un gros tour de table. Et on finit ça avec l'entrevue de la semaine. On a avec nous Carl Tommy Laforêt, une recrue extraordinaire qui a fait l'équipe d'étoiles des recrues universitaires. Carl Tommy Laforêt, des citadins de l'UQAM, un gars ultra sympathique qui s'en vient nous parler de sa saison, mais aussi de qu'est-ce qu'il entrevoit pour le championnat canadien à venir, alors que l'UQAM va affronter
l'équipe, la dynastie du basket canadien, puis je pourrais dire du sport universitaire canadien, les Ravens de Carleton en première ronde. Donc, manquez pas ça, un super show. Merci d'être là, continuez d'être avec nous et je vous inviterai jamais assez à vous abonner et à partager ce qu'on fait. C'est pour le rayonnement du sport québécois, du sport universitaire, du sport collégial. Donc, je vous demande juste de faire cette part-là. Moi, je m'occupe de vous informer. Faites juste le partager, vous abonnez, vous le partagez le maximum, le plus possible. Embarquez dans le game, on va avoir du fun ensemble. Et de cette façon-là, vous faites votre part pour travailler à améliorer la visibilité de tous ces gens-là et de toutes ces équipes-là. Merci. Bon show tout le monde. Denzel Karegeya, bonjour. Salut Phil. Ça va bien? On est prêt à parler de hockey collégial. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, mais là, les éliminatoires sont à nos portes. Ça commence jeudi. Donc, avec toi, j'aimerais qu'on fasse le tour de justement ce qui s'est passé. Bien, pas tant ce qui s'est passé, parce qu'il y a une saison complète, mais les affrontements qu'on a qui s'en viennent. Parce que là, on amorce justement la première ronde, mais il y a 4 équipes qui se sont déjà classées dans le fond, qui ont un bail. On parle de Champlain-Lennoxville, Thetford, Alma et Saint-Laurent. Saint-Laurent par un seul point d'ailleurs. Et là, évidemment, ces équipes-là sont en congé en attendant les résultats des séries de première ronde. 4 séries à suivre. La première, la Flèche contre Saint-Hyacinthe. La Flèche qui, justement, est l'équipe qui a terminé à 1 point seulement de Saint-Laurent, qui a bien failli, justement, gagner un congé. La Flèche, sur une séquence de 8 victoires, 2 défaites. Saint-Hyacinthe qui n'a pas gagné depuis très longtemps. Je pense que au-delà de la logique, il y a même. Ce serait ultra, ultra, ultra surprenant que la Flèche ne passe pas au deuxième tour. Comme tu as dit, sur papier, ça serait vraiment surprenant que la Flèche soit pas en mesure de passer au travers des lauréats. Les Dragons qui sont vraiment sur une bonne séquence, 9 victoires à leurs 13 dernières rencontres. Ils ont pu jouer la 4e position jusqu'au dernier match du dernier week-end. Ils sont passés à 1 point pour eux. Malheureusement, ils devront quand même débuter les séries en première ronde. Mais ce n'est pas un certain désavantage pour eux. On sait que Saint-Hyacinthe ont connu énormément de difficultés depuis l'année 2023. Dernière victoire, ça remonte au 14 janvier face aux Janois du Collège d'Allemand dans une victoire de 1-0. Donc, du côté des lauréats, ça peut être une bonne expérience pour eux. Un effectif qui est beaucoup plus jeune. On a eu de la difficulté à vraiment bâtir en rythme. Mais les séries, c'est vraiment une toute autre saison. Est-ce que pour eux, de débuter en séries éliminatoires, ça va leur permettre de jouer les troubles fêtes? On ne le sait pas. Mais du côté de la Flèche, on peut s'appuyer sur des effectifs vraiment impressionnants. On parle de Félix Demers, leur capitaine, qui a connu énormément de succès face aux lauréats cette saison. Les Dragons qui ont eu 3 victoires cette saison face à Saint-Hyacinthe. Donc, si la logique est respectée, on devrait voir les Dragons remporter assez facilement. Mais il y a certains points d'interrogation. On peut penser au gardien de but qui pourrait peut-être voler une série du côté de Saint-Hyacinthe. Louis-Félix Charrois, qui a quand même de bonnes statistiques dans un effectif qui concède beaucoup de buts. Lorsqu'on regarde la fiche des lauréats, c'est 4 buts ou plus dans chacune des 14 dernières parties. On concède beaucoup, beaucoup de buts face à une attaque qui marque énormément de filets du côté de Trois-Rivières. Ça pourrait vraiment jouer en faveur des Dragons. Mais ça commence jeudi. Hâte de voir le dénouement de cette série qui vraiment oppose 2 formations aux 2 extrêmes. Absolument. Tu l'as dit, il y a Félix Demers, mais Charles Junot, Marc Doucet, des joueurs qui ont marqué et qui ont produit avec une grande régularité toute l'année. De l'autre côté, à Saint-Hyacinthe, bon, il y a La Flamme et Mainville, mais en dehors de ça, il y a beaucoup moins de production. On l'a vu. Mais regarde, c'est une série 2-3, tout est à recommencer, on ne sait jamais. Puis tu l'as dit, le gardien de Saint-Hyacinthe est peut-être capable d'aller en voler une. Et à partir de ce moment-là, tout peut arriver. Ça va être quand même intéressant, même si mon vieux 2 irait sur la Flèche sans trop d'hésitation. Sainte-Foy, Lionel Groux, ça c'est intéressant parce que autant Sainte-Foy s'est classé bas, 11e au total, ça reste une équipe qui est meilleure que son classement. Ça reste une équipe qui est capable d'offrir du gros jeu.
Lionel Groux, ben, ça finit 5-4-1 les 10 derniers matchs. C'est pas une équipe qui est sur un élan incroyable. Ça va être une série plus intéressante qu'à l'Anna de l'air si on fait juste regarder les classements. Ça pourrait vraiment exploser de tous bords, tous côtés. Attendez-vous à des matchs avec beaucoup de buts, mais lorsqu'on regarde chaque formation au point de vue personnel, on voit Lionel Groux qui a fini le calendrier en force avec 3 victoires, avec un mois de janvier un peu plus compliqué parce que la rondelle ne roulait pas de leur bord. Ouais. On a joué des matchs avec beaucoup d'enjeux face à des excellentes formations, mais depuis ce temps-là, on a retrouvé le chemin de la victoire un peu plus fréquemment. Mais lorsqu'on s'attarde aux dynamiques, c'est vraiment l'équipe qui a surpris tout le monde en 2023. On a affiché un tout autre visage. On sent que le processus qui avait été enclenché par le nouvel entraîneur-chef, le nouveau monde qui était présent avec les dynamiques a vraiment porté fruit. Défensivement, on accorde beaucoup moins de buts. Offensivement, on en marque beaucoup plus. Puis c'est 9 gains à leurs 13 dernières rencontres en 2023. C'est vraiment incroyable. On a plus que doublé les victoires qu'on avait en 2022, en 2023. Donc, si je suis Lionel Groux, j'aimerais pas affronter les dynamiques en partant. Ils vont devoir le faire. Lionel Groux qui a cependant eu le dessus sur les dynamiques en 2022-2023 avec 2 victoires en 3 parties, mais les dynamiques qui ont remporté la dernière victoire par la marque de 6-5 en tir de barrage, vraiment un duel qui impliquait les deux grands acteurs des deux formations, Théoret avec un tour du chapeau, Morin avec un doublé qui lui a permis d'atteindre le plateau des 20 buts. Donc ça s'annonce vraiment intéressant tout cela. Puis les éléments clés, on les a identifiés. Le trio de Théoret face à celui de Morin, ça devrait vraiment être les deux forces en présence qui seront intéressantes à suivre durant cette série qui implique les positions CC11. Donc, on peut espérer en regardant ces matchs-là des buts en masse. D'ailleurs, tu as parlé du match de 6-5 qui s'est terminé en tir de barrage. Ça, c'était complètement fou comme match. Donc, si on peut avoir ça encore une fois, regarde, en tant que spectateur, surtout en tant que spectateur qui prend pour ni un ni l'autre, ça peut juste être du plaisir d'un absent qui l'emporte à la fin. Fait effectivement, je pense que ça va être... si les fans ont une série à choisir, c'est un bon choix, Lionel Groux contre Sainte-Foy à suivre, en effet. Autre série, Outaouais contre Sorel-Tracy. Sorel-Tracy, une équipe que j'ai eu de la misère à saisir, là, à essayer de comprendre cette année. Tandis que l'Outaouais, ben, ça reste une équipe qui est championne en titre, qui a une expérience intéressante. Donc, eux ont vécu de l'adversité un peu toute la saison, on va se le dire. Outaouais, malgré le fait qu'il était champion en titre, c'est pas une équipe qui s'est positionnée dans le haut du classement à aucun moment de l'année. Mais je me demande comment tu vois cette série-là, parce que, comme je l'ai dit, Sorel, c'est une équipe que, même s'ils sont plus hauts au classement, là, ça reste une équipe que j'ai de la misère comme je dis, à saisir et à établir qu'est-ce que je dois comprendre et connaître, eux, de leur identité. C'est deux formations qui se ressemblent assez bien, qui ont connu le même genre de saison parce qu'on n'a pas été en mesure de trouver un rythme de croisière. On a eu des hauts et des bas, on a eu des séquences difficiles, des moments très forts. Donc, en série, voir ces deux formations-là s'affronter, ça va être intéressant à suivre. On sait que les Rebelles ont eu une fin d'année 2022 un peu plus compliquée, un début d'année 2023 aussi assez rude parce qu'on n'a pas été en mesure de trouver le chemin de la victoire. Même chose du côté des Griffons, on est revenu avec une année 2023 beaucoup plus adapté au visage qu'on connaît d'eux, avec une identité qui est vraiment claire, beaucoup de physicalité dans leur jeu. Même chose pour les Rebelles. Donc, c'est deux formations qui se ressemblent beaucoup, mais le point qu'on a identifié, vraiment l'expérience qui va jouer un rôle vraiment important durant ce duel, même si on sait que les Rebelles ont remporté les 3 affrontements entre les deux formations. Les Griffons qui vont pouvoir s'appuyer sur un groupe qui a connu énormément de victoires l'année passée, qui ont engrangé avec de l'expérience un gardien de but en Médéric Blanc-Rochon qui pourrait voler certainement cette série-là. Il connaît énormément de succès par les temps qui courent malgré ses dernières défaites à sa fiche. Il a été remporté son dernier match 7-1 face au Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent. Il a vraiment été incroyable en effectuant plusieurs vols. Mais du côté des Rebelles, on peut vraiment avoir confiance en l'effectif qu'on a. On a vraiment fini l'année en force avec une fiche de 5-1 et 1 à leurs 7 dernières rencontres. On a un duo qui est vraiment infernal à l'attaque en Vézina Fusée et Léo Saint-Michel. Donc, c'est vraiment une série qui sera intéressante à suivre. On peut parler dans le même style que celle d'entre Lionel Groux et Sainte-Foy, une série qui va peut-être être assez partagée, où est-ce qu'il pourrait avoir énormément de buts avec peut-être différents aspects du jeu qui seront
mise en place. Donc, une série vraiment à l'image de la Ligue collégiale avec beaucoup de parité. Excellent, excellent. Ça va être intéressant, comme tu dis. Puis c'est des équipes qui, effectivement, ont peut-être eu, statistiquement, se sont ressemblées pendant la saison. Puis, mais tu l'as dit, j'ai hâte de voir à quel point Vézina-Fusée et Saint-Michel vont être capables de gagner du rythme dans cette série-là. Si on les laisse aller, ils peuvent faire très, très mal à Outaouais. Il n'y a aucun doute, là, c'est deux joueurs de grand talent. Dernière série, Champlain-Saint-Laurent contre André Laurando. André Laurando qui a terminé la saison avec 3 défaites. Bon, mais ça reste contre Champlain-Saint-Laurent. De toute façon, c'est des équipes qui jouent pour 500, ou à peu près. Tu es un peu tous dans le même groupe là, avec les Sorel-Tracy, Outaouais, Boomerang, Champlain-Saint-Laurent. C'est toutes des équipes qui ont joué avec toute l'année là, un peu autour de cette fiche de 500-là. Sauf que c'est toi qui m'en parlais dernièrement. Tu sais, André Laurando, ça reste une équipe bâtie pour les séries, donc ça va être intéressant de voir eux ce qu'ils vont être capables de faire, c'est ça? André Laurando, c'est vraiment l'équipe la mieux bâtie pour les séries, selon moi. Beaucoup de vitesse, beaucoup de physicalité. On complète nos mises en échec. L'échec avant qui est appliqué par la formation d'Alexandre Dorneau est vraiment insoutenable pour les autres formations. Pour avoir parlé aux équipes, eh bien, on sait qu'affronter André Laurando, ça sera pas facile soir après soir. Et les affronter en série, ça sera encore un gros défi pour la formation de Guy Chouinard, les Lions de Champlain-Saint-Laurent, qui ont eu vraiment, eux aussi, des hauts et des bas, des moments où est-ce qu'ils ont vraiment été incroyables, ou d'autres qui ont eu beaucoup de difficultés. Ils ont fini la saison 2022-2023 avec une défaite de 7-1. Est-ce que c'est bon signe pour les séries éliminatoires? Je pense pas. Ou est-ce qu'on a vu un gardien, Benjamin Catelier, avoir un peu plus de difficultés? Tout comme sa brigade défensive, on affrontait les Griffons, on le sait, comme tu l'as mentionné, vraiment un groupe de 4-5 équipes qui sont vraiment similaires. On ne sait pas où est-ce que ça pourrait tomber, mais je pense que le duel qu'on a entre André Laurando et Saint-Laurent sera vraiment à l'avantage du Boomerang. On a vraiment un effectif avec beaucoup de qualité, surtout à l'attaque. Louis-Olivier Charland, vraiment sur une bonne séquence. On en parlait un peu plus tôt. Et la rapidité d'exécution que le Boomerang pourrait avoir en série pourrait vraiment leur donner un avantage sur les Lions. On a des bons effectifs, cependant, du côté de Champlain-Saint-Laurent. Émeric Bussière, la recrue qui a connu beaucoup de succès cette saison, énormément de buts. Il est doté d'un bon physique, un bon tir, excellent coup de patin. Donc, est-ce qu'il sera vraiment la bougie d'allumage pour les Lions? Ça sera à suivre. On a de beaux physiques à la défensive. Donc, non, c'est une série qui sera elle aussi intéressante en deux formations vraiment qui ont tout à gagner dans cette série. Et pourquoi pas, une de ces deux équipes qui sortira de cette série va vraiment avoir un avantage sur les 4 autres formations qui sont en congé pour une semaine. Et pourquoi pas arriver là avec du rythme pour débuter la deuxième ronde. Bien, absolument. Puis, tu sais, c'est pour revenir à André Laurando, vite, terminer sur eux. Tu parlais de Louis-Olivier Charland. Tu sais, c'est 18 points à ses 10 derniers matchs. Puis, en fait, son 10e, il n'y a pas eu de points. Fait qu'il était sur une séquence de 9 matchs consécutifs avec des points. C'est un joueur en forme. Il y a Simon Laramé, évidemment, avec lui. Donc, comme tu dis, une belle bataille là, avec Bussière de l'autre côté. Savoir qui... on dit que les meilleurs doivent être les meilleurs, donc quel groupe là, va miser sur ses meilleurs joueurs dans la meilleure forme pour cette série-là. Ça va être très intéressant. Tu l'as dit, André Laurando, reconnu pour son échec avant. Donc, une belle série, absolument. Puis 2 entraîneurs avec un bagage puis de l'expérience en quantité industrielle. Là, Guy Chouinard, je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation. Puis dans Deneau, c'est un bon cerveau de hockey, sans aucun doute. Non, ça, c'est sûr, on va avoir un très bon duel sur la glace et derrière le banc. 2 équipes qui sont vraiment très bien encadrées, très bien structurées. Donc, une belle série à prévoir entre les 2 équipes. Et tu mentionnais justement que l'équipe qui va sortir va avoir probablement un rythme. Puis c'est un peu ça des 4 séries qu'on voit là, dont on vient de parler. Les gagnants de ces séries-là vont affronter des équipes qui n'auront pas joué pendant une semaine de temps et plus même. Donc, ça va être intéressant de voir quelles équipes et quel avantage vont avoir les équipes qui auront déjà joué, donc qui auront du rythme, versus les équipes qui se seront contentées d'entraînement pendant 10 jours là, avant de pouvoir recommencer à jouer du hockey compétitif. Avec des séries 2-3, tu n'as pas beaucoup de temps, disons, pour reprendre ton rythme. Et je pense que ça peut être dangereux, justement, pour ces 4 équipes-là. Ça pourrait être un facteur vraiment intéressant à suivre lorsqu'on sait que les 4 premières formations ne vont pas avoir joué de match durant une semaine. Les séries éliminatoires et les séries de saison et la saison régulière, c'est vraiment 2 mondes différents.
une formation qui arrive avec beaucoup de rythme peut connaître beaucoup de succès. C'est pas des 4-7 comme on connaît dans la LHMQ, dans la Ligue nationale. Donc, dans un 3-5, connaître 2 bons débuts de match, ça peut donner 2 victoires. Et après là, jouer du hockey de rattrapage en série, ça peut être très compliqué. Donc, les formations qui vont sortir de cette ronde de 8e de finale, on peut dire, vont vraiment être avantagées selon moi. On pourrait voir des formations 7, 8 ou 9 aller jusqu'aux grands honneurs. On l'a vu la saison passée, finale entre les équipes 7 et 9. Les Griffons qui ont été en mesure de se défaire de la formation des Filons du cégep de Thetford l'an passé, alors que Thetford était nettement supérieur aux Griffons. Même chose pour les Dragons qui se sont rendus jusqu'en finale. C'est vraiment un facteur à prendre en compte dans le hockey collégial. On le sait, c'est une ligue avec beaucoup de parité et de donner cet avantage-là à des formations qui ont su affronter d'autres équipes avant de débuter une ronde de quart de finale, ça pourrait vraiment jouer les troubles faits aux équipes de tête. Donc, ça serait intéressant à suivre. Non, absolument. Puis tu fais bien de me corriger en passant. J'ai dit des matchs 2-3. C'est parce que la première ronde, c'est 2-3, mais c'est 3-5 ensuite. Donc, très intéressant. On a mis la table. Je pense qu'on a une bonne idée des séries qu'il y a à suivre, qu'est-ce qui est à voir. Par contre, j'aimerais ça voir avec toi, justement, étant donné que la saison régulière est terminée, qui sont les joueurs, nonobstant la position, qui sont les joueurs qui ont retenu ton attention cette saison, des joueurs qu'on n'attendait pas nécessairement ou des joueurs qui sont sortis du lot, qui ont éclos cette année. Il y a des joueurs qui vont être à surveiller justement pendant ces séries-là qui vraiment là, ont passé au niveau supérieur cette année. Un des joueurs que j'ai identifié, il s'agit d'un joueur de la formation des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville. On sait comment c'est une équipe qui a énormément de talent, mais Louis Gendron, qui est terminé au 10e rang des pointeurs, qui a vraiment connu une bonne saison, vraiment dynamique, un bon coup de patin, un bon flair offensif, capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Il a vraiment été un joueur qui m'a impressionné dans une équipe qui est vraiment bien bâtie pour conclure la saison 2022-2023. Les Cougars qui ont terminé au premier rang du classement général, avec un Louis Gendron qui a été en mesure de vraiment mener les siens à bon port. Il a vraiment été un leader, que ce soit sur le plan défensif, offensif, un joueur que j'ai vraiment apprécié. Autre joueur que j'ai aimé, c'est Émeric Bussière, l'attaquant des Lions du cégep Champlain-St. Lawrence. On en parle un peu moins puisqu'il évolue dans une équipe avec peut-être un peu moins de talent brut, mais Bussière, c'est une recrue qui a marqué énormément de points. Il a vraiment un physique d'homme, 6'3" à 17 ans, un bon tir, un bon coup de patin, provient du circuit M18 Division 1, qui est peut-être un peu moins reconnu dans le circuit collégial avec des joueurs qui proviennent de rangs un peu plus supérieurs que cette ligue-là. Mais Bussière qui m'a vraiment impressionné. Par la suite, j'ai le gardien de but, Elliot Séguin-Lescarbot, qui a vraiment connu une excellente saison. Toutes les formations qui affrontaient les Nordiques avaient un peu plus de difficultés à affronter le gardien du Collège de Negro parce qu'il est vraiment imposant devant son but. Il empêche vraiment les attaquants adverses de marquer de excellentes chances de marquer, capable de voler des matchs. Je ne serais pas impressionné si celui-ci est capable de voler une série face aux dynamiques du cégep de Sainte-Foy qui, eux aussi, sont dotés de bons attaquants. Excellent, excellent. Ça va être plaisant de suivre ces joueurs-là, ces équipes-là. Puis il y a plusieurs des noms que tu as mentionnés qui vont être en action dès la première ronde. Donc, écoute, un gros merci, Denzel, pour toute cette analyse-là. C'est très précieux parce que les gens qui suivent ça ont la chance de faire d'avoir une bonne idée globale de ce qui se passe. Et écoute, là-dessus, je peux que te souhaiter des excellentes séries. On va se parler régulièrement, justement, pour voir où est-ce que ça en est. Ça a le temps de prendre le temps, les éliminatoires du hockey collégial, comme tu l'as dit, là, il y a les séries 2-3, après ça, on va avoir des 3-5. Donc, on va avoir le temps de voir du hockey amplement, d'en analyser, puis j'ai bien hâte de te reparler après ces premiers matchs-là éliminatoires où est-ce qu'on va assurément avoir des surprises puis des performances qui vont valoir la peine là, d'être soulignées. Très hâte de te reparer le fil, très hâte de voir comment ça va se dérouler, puis ça va être vraiment incroyable à suivre la prochaine. La prochaine. Fait que, regarde, tout le monde, on vous invite à aller voir des matchs, aller sur le site collégial.rseq.hockey.com. Allez là-dessus. Trouvez-vous un match dans votre coin parce qu'il y en a partout dans la province. Donc, je ne suis pas inquiet. La meilleure chose à faire, c'est de profiter de ces matchs-là sur place, vraiment comprendre le niveau de jeu. Ceux qui connaissent moins le hockey collégial, franchement, vous allez voir que le calibre en vaut la peine. Certainement, certainement. Merci, salut.
Salut. Jason Bryan Jean-Baptiste est avec nous pour parler de basket universitaire. On a eu, comment dirais-je, une fin de semaine, une semaine, en fait, des matchs extraordinaires qui nous ont menés à la finale, au final, parce qu'il y a eu féminine, masculine, du RSEQ. Et là, en plus, on va préparer la table pour les 2 championnats canadiens où est-ce que nos équipes représentantes du RSEQ vont aller se présenter et tenter de faire le mieux possible. D'abord, Jason, je te salue. Salut. C'est intro, mais il y a des choses de base, il faut se saluer. Écoute, comme je disais, on a eu droit à des beaux matchs. Toute la saison, on a eu des équipes qui ont battu d'autres équipes, qui se battaient entre elles, où est-ce qu'il y avait une belle compétition, autant féminin que masculin. Puis on va commencer avec le féminin. On a eu une demi-finale, en fait 2 belles demi-finales du côté féminin, mais une en particulier entre le Rouge et Or et les Citadins, qui a été extraordinaire parce que la fin, disons, a été mémorable. J'imagine évidemment que tu as vu le match, tu as vu les matchs, donc garde, raconte-nous ça un peu, je vais te laisser la parole là-dessus. Ben, premièrement, du côté féminin, la prophétie s'est concrétisée. l'UQAM, meilleure équipe du circuit. Donc, tu es un prophète. Donc, si c'est une prophétie, c'est parce que tu es le prophète. OK. Mais regarde, Jason, le prophète, a eu raison. Je dois te le donner, par contre. Moi, qui titillait avec Bishops, effectivement, à la fin, tu auras eu raison. Non, à la fin, j'ai eu raison. Mais tu sais, je pense que ce qui est intéressant avec l'UQAM, c'est que je pense qu'ils ont eu une fin de saison qui a eu ses défis, mais qu'ils ont beaucoup appris. Puis je pense que dans ce match-là, à Québec, ça a été vraiment une question de caractère. Sincèrement, c'est un match où le Rouge et Or, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient un plan de match. Puis, tu sais, quand j'avais mentionné que si le tir extérieur ne fonctionne pas, ça va être d'aller chercher beaucoup plus de lancers francs que l'UQAM, ben c'est ça qu'ils ont fait. Tu sais, si tu regardes, 21 lancers francs, essais de lancers francs pour le Rouge et Or, 13 essais pour l'UQAM. Fait en théorie, le Rouge et Or, je trouvais qu'ils ont bien exécuté le plan de match, qui a été de bien jouer défensivement, faire de leur mieux pour essayer de protéger le cercle. Mais cette fois-ci, vraiment, l'UQAM, les Citadins sont arrivés à vraiment un caractère et une bonne résilience. Puis défensivement, au 4e quart, ils ont complètement dominé. Puis à l'intérieur, avec Fredlin puis Fredlen, au niveau de la guerre des rebonds, ils ont fait un travail exceptionnel. Tu sais, si tu regardes le Rouge, je pense qu'ils ont gagné la guerre des rebonds complète. Mais à partir de la deuxième demi, l'UQAM s'est vraiment réaffirmé. Ils ont pris le contrôle du match. Puis sur le périmètre, il faut parler de Alex Dufresne. Sincèrement, c'est une joueuse exceptionnelle. C'est une leader exceptionnelle. Terminée avec 5 3 points réussis, 23 points. Vraiment, tout au long de la saison, même quand j'allais voir les matchs à l'UQAM, c'est une fille qui communique. C'est une fille qui a vraiment un bel impact sur l'équipe, en plus de Fredlin et Fredlen. Fait qu'honnêtement, ces 3 joueuses-là, le travail qu'elles font pour mener cette équipe-là des Citadins est vraiment remarquable. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont montré dans ces demi-finales. C'est vraiment une résilience et du caractère. Puis moi, je pense que c'est dû à juste l'adversité qu'ils ont réussi à dépasser, surmonter en fin de saison. Écoute, faut comprendre, les gens, je ne sais pas si, évidemment, si les gens n'ont pas vu le match, n'ont pas su du tout ce qui s'est passé, il faut savoir que le Rouge et Or avait pris contrôle de cette rencontre-là. À partir de la mi-temps, c'était 31-24 à la mi-temps pour Laval. C'était même 52-41 après 3 quarts. D'ailleurs, au 3e quart, c'était Sabrine Kilifi, là, qui est la leader, la meneuse de jeu du Rouge et Or, qui s'est mis à prendre contrôle de la rencontre, qui avait eu une première demi so-so, mais un 3e quart extrêmement solide. On avait de la misère à voir à ce moment-là comment l'UQAM, même si oui, au 3e quart, on sentait qu'ils reprenaient un petit peu de leur identité, il reste que le Rouge et Or les pendait, là, si tu me permets l'expression. Ils arrivaient toujours à marquer, puis là, rester au-dessus. Mais le 4e quart, ça a été ça, c'était clutch. Pour de vrai. C'est incroyable parce que, on le mentionne, c'était 52-41 et la remontée jusqu'à 63-63. Et
au buzzer, sirène finale. Tu as parlé d'Alex Dufresne. Ben là, Alex Dufresne a montré du grand Alex Dufresne. n'a pas juste marqué 23 points, il avait 20 points à ce moment-là. Et à 63-63, décoche un tir. Boum, ça finit. Écoute, c'est un scénario de film. Là. Tu perds par 11 points, puis tu gagnes au buzzer beater chez l'adversaire. C'était incroyable comme moment. Incroyable. Puis, 100%. tu sais, c'est tellement beau de voir ça. Puis, il faut juste rappeler à tout le monde qu'à ce moment-là, dans les dernières minutes de jeu, les deux verriers ne sont plus sur le terrain parce qu'elles ont eu 5 fautes. Fait qu'il y a ça aussi qui rajoute. Là, tu dis, OK, là, mes piliers qui font fonctionner l'équipe, parce qu'on va le dire, les verriers, c'est l'identité de cette équipe-là. Alex Dufresne, pour moi, c'est le pilier au sens stabilité de cette équipe. Tu l'as dit, c'est une leader. Elle calme les choses. C'est quelqu'un qui est très constante. Mais les verriers, c'est l'identité. Hein? C'est la passion dans cette équipe-là. C'est les verriers qui amènent ça. Alex Dufresne, c'est une fille un peu plus posée, si on veut. Mais c'est Alex Dufresne qui est allé faire ça. Puis j'ai parlé à Frédeline Verrier après le match. On s'est écrit le lendemain. Puis c'est ce qu'elle me disait. Elle dit, écoute, tu sais, dans le fond, l'équipe a arrêté de penser que c'était à nous autres qu'il fallait remettre le ballon aux 2 heures. Justement, c'était à nous autres qu'il fallait remettre le ballon, puis que c'était à nous autres. Ils se sont mis à avoir confiance en elles, ce qu'elles sont capables de faire, puis elles ont démontré justement que les citadins, c'est pas les verriers, c'est les citadins, puis c'est rempli d'excellentes joueuses, puis effectivement, c'est Paul Bellini-Bata, puis Alex, évidemment, Dufresne, qui ont vraiment fini le travail. Yasmine Gasmi, une recrue qui a pris sa place. Donc, une fin de match extraordinaire qui a amené l'UQAM en finale, justement, qui les a qualifiés. 100%. Tu sais, comme je l'ai dit, pour moi, c'était vraiment une question. Quand tu regardes leurs 5 partants dans le circuit cette année, moi, quand je les regardais jouer, j'étais comme, moi, je ne prendrais pas un 5. Genre, pour moi, c'était le meilleur 5 durant la saison. Pour moi, c'était juste une question de contrôle, puis une question de est-ce qu'on est capable de juste trouver cette balance-là avec l'intensité pour bien exécuter, puis c'est exactement ça qu'elles ont fait. Alors, exact. Puis, regarde, on pourrait en parler longtemps parce que c'était un match extraordinaire, mais je veux quand même là-dessus souligner Frédéric Baudry, Baudry-Blais, excuse-moi, avec ses 18 points, Sabrine Kélifi, 21, Tara Imbert, 13 rebonds. Fait que le Rouge et Or a très bien fait quand même. Là. Écoute, ça finisse au buzzer beater, c'est pas une équipe qui a dominé l'autre. C'est en fait un 4e quart qui a complètement reviré le match à l'envers. Donc, chapeau à l'UQAM pour celui-là. L'autre demi-finale, on avait Bishops contre Concordia. On en avait parlé rapidement. Ça allait être une guerre entre les deux meneuses de chaque côté, là, Maïken Siciliano et Arish Burgogno pour Concordia. Après ça, les deux équipes autour, qu'est-ce qu'elles allaient faire? Concordia a donné un niveau de fil à retordre à Bishops que je ne m'attendais pas. Oui, je savais que Concordia était capable de faire des bonnes choses, mais n'empêche, mon feeling était que Bishops était clairement meilleur, donc qu'il allait, si on veut, contenir Concordia tout le long du match puis faire son travail. Ça a pris encore une fois une fin de match extraordinaire de Bishops pour faire prévaloir la logique dans ce cas-là. Oui, puis écoute, je pense que Concordia, je pense que qu'est-ce qu'ils ont un peu montré dans ce match-là, c'est que défensivement, si tu es capable de vraiment avoir une bonne résilience face à cette équipe de Bishops, puis de surtout bien protéger le cercle, tu peux les forcer à vraiment, vraiment jouer du basketball moins assidu, puis genre vraiment être moins fluide. Parce que si tu regardes, pour moi, Bishops, les Gators, en fait, le souci, c'est qu'il y a vraiment un manque d'assiduité sur la ligne des 3 points. Ce qui est correct, c'est pas facile de rentrer beaucoup de 3 points, mais le problème, c'est qu'avec ça, ils ne vont pas chercher tant de lancers francs. Ils en cherchent juste assez, ils sont efficaces, mais si tu es pour faire, genre, juste pour marquer 3 points sur 22 essais, tu dois aller me chercher, genre, proche de 30 lancers francs. Tu peux pas me terminer avec 18 essais de lancers francs. Fait que c'est pas assez, puis ça fait que tu es moins fluide, tu es moins constant, puis du côté de Concordia, ils ont joué vraiment un match très efficace. Si tu regardes les 3 points, ils ont quand même fait 8 3 points. Au niveau de la ligne des lancers francs, 15 essais.
11 réussis. Puis défensivement, elles ont bien joué. Rich Bergonio, encore une fois, 23 points. Greta Inenza, c'est une joueuse qu'on va peut-être un peu moins mentionner durant la saison. C'est une excellente joueuse, une excellente vétéran. C'est une joueuse qui est très efficace, qui a un bon tir aux 3 points, qui joue bien en défense, qui amène beaucoup d'assiduité. Fait que je pense que ces éléments-là ont fait que... puis aussi le fait qu'encore une fois, Concordia, c'est une équipe jeune. Puis tout au long de la saison, tu voyais que même dans les défaites, de façon très similaire à l'équipe masculine, elles apprenaient, puis elles continuaient de progresser. Puis en fin de saison, surtout dans le match contre le Rougeur, on a vu vraiment une confiance qui s'est formée, vraiment une meilleure frappe offensive constante. Puis je pense que c'est ça qu'on a vu face aux Gators. Puis du côté des Gators, mais Amaken Siliano, elle a eu un match exceptionnel dans ce match-là. Elle a terminé avec 31 points. Fait que je pense qu'encore une fois, elle a porté un peu son équipe sur ses épaules pour faire la différence puis signer la victoire au 4e quart. Oui, puis en fait, c'est ça, parce que c'était 58-53 pour Concordia quand on est entré au 4e quart. C'était l'égalité 68-60 ou 69-69. Il restait à peu près 2 minutes à jouer. Donc, tu sais, ça a pris une grosse fin de match de Bishops, mais tu l'as dit, il y avait probablement un jeu collectif vraiment plus fluide, si on veut, du côté de Concordia, comme si elles étaient habituées de s'utiliser entre elles. Alors qu'à Bishops, c'est pas qu'elles ne sont pas habituées de le faire, là, au contraire, mais peut-être qu'on est tombé un peu plus dans un élément individuel où est-ce que c'était Amaiken, puis à quelque part, on avait probablement besoin de plus que ça. Et je pense à Jaël Kabunda, qui finit avec 5 points, qui est une joueuse qui est capable de mieux, finir 1 en 12 sur ses lancers. Il s'est probablement passé quelque chose là. Où est-ce que. Puis c'est pas une fille là, qui a fait perdre l'équipe, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais à la fin, il faut regarder ces détails-là pour voir la différence. Puis oui, Bishops a gagné. En fait, c'est pas, là, je disais, c'est pas à cause d'elle qu'elle a perdu. Ils n'ont pas perdu. Ils ont gagné, mais c'est pas à cause d'elle que ça s'est pas. Ça n'a pas été plus dominant. Mais c'est juste de dire qu'on sentait quand même comment je pourrais dire, un élément dans Bishops qui faisait penser qu'elles étaient peut-être pas aussi dominantes qu'elles étaient capables de l'être. C'est un peu comme ça que je le vois. Puis ça n'enlève rien au travail de Concordia. Je le sais qu'elles ont fait le maximum. Pour moi, c'était Concordia qui est arrivé avec son match A1. Bishops qui n'était pas A1, mais Bishops étant une équipe supérieure a fini par gagner. Mais dans les faits, l'équipe qui a le mieux joué collectivement, ça a été Concordia quand même dans ce match-là. 100%. Puis je pense que Bishop, encore une fois, c'est juste il y avait juste un manque de constance. C'était juste ça offensivement. Puis je pense que ça s'est transféré dans le match face à l'UQAM. Exact. Et là, évidemment, là, on va aller en finale parce que oui, on parle beaucoup des demi-finales, mais il y a beaucoup de choses. Il y a eu la finale entre l'UQAM et Bishops et à ce moment-là, grosso modo, l'UQAM a pris ce match-là entre ses mains dès le début. Puis oui, il y a eu un retour. Là. Le Bishops a trouvé le moyen de se remettre dans le match en fin de troisième quart, début de deuxième quart, mais de quatrième quart, excuse. Mais à part ce moment-là, le troisième quart, l'UQAM a été en contrôle de ce parti-là tout le long. 100%, je pense que déjà, le fait d'avoir remporté ce match-là face aux Rougeurs, ça leur a donné vraiment, je pense, une confiance. Puis la réalité aussi, c'est que je pense qu'il y avait vraiment un côté underdog. Il y avait vraiment un aspect que c'était personnel d'aller battre les Gators parce que je pense que tout au long de la saison, les Gators étaient les favoris. Ils avaient la joueuse par excellence. Ils avaient une équipe qui performait très bien durant la saison régulière. Il y avait des grosses, je pense, des bonnes attentes du côté par rapport aux Gators. Puis l'UQAM était comme un peu vu comme, ils vont à Bishops, les chances n'étaient pas nécessairement de leur côté. Puis au contraire, je pense que le fait d'avoir remporté ce match-là face aux Rougeurs, ça a comme allumé quelque chose d'encore plus. Il y avait vraiment une confiance de comme, on a vécu ça, on a réussi à battre le joueur comme ça. Il y avait comme, je pense, comme j'ai dit, une confiance, puis juste une agressivité, puis une férocité avec laquelle ils sont venus. Ça s'est vu dans la guerre des rebonds. Elles ont dominé les rebonds. Défensivement, elles étaient là. C'était un match, vraiment une belle efficacité. Ils sont allés chercher quand même assez de lancers francs. Sincèrement, c'était vraiment une très belle performance de l'UQAM.
Puis défensivement, ils sont vraiment imposés physiquement. On l'a vu. Puis surtout à l'intérieur, Fredlin et Fredland ont très bien performé dans ce match-là. Fait que pour moi, ça a été ça. Puis du côté des Gators, la pression de l'UQAM, ça a été ma question toute la saison. Puis je l'avais mentionné avec Fredland, avec Alex Dufresne, avec des joueuses comme ça, Yasmine Gazmi. La pression qu'elle met, envoyer une joueuse vraiment au début de séquence, de transition, puis de forcer à Mackenzie Liano à faire une passe rapidement. Ce genre de situation-là, on l'avait vu sur des séquences, notamment face à Concordia du côté des Gators, mais on l'avait surtout vu dans les quelques matchs entre l'UQAM et les Bishops durant la saison. Vraiment la pression. Puis je pense que ça s'est vu parce qu'à Mackenzie Liano, je pense que c'était quoi? 22 tirs, à peu près 8 essais réussis, quelque chose comme ça. Il y avait un manque d'efficacité. Puis je pense que c'est parce qu'il y avait vraiment une très grande pression défensive sur elle. Puis au bout d'un moment, quand t'as ça, puis que c'est American Siciliano, c'est ton soleil, c'est ton étincelle offensive, puis que tu n'es pas capable de mettre des tirs extérieurs, il y a un manque de fluidité, puis tu tombes dans un creux, c'est là que c'est facile pour les Citadins de s'affirmer et de prendre le contrôle du match complètement. Non, je pense que tu as raison. Effectivement, Siciliano a fini avec moins de 30% de réussite sur ses tirs. Ils ont besoin d'elle qui marque. Puis elle a fini le match avec 19 points. Trompons-nous pas. Là, elle n'a pas joué un match. Non, elle n'a pas joué un mauvais match. Mais des joueuses comme ça, ce sont des gens que tu peux essayer de contenir. Tu ne peux pas les empêcher de réussir, mais tu peux t'arranger pour qu'ils réussissent moins souvent. Puis c'est là que tu sais que tu vas avoir réussi. C'est jamais des joueuses que tu vas réussir à leur faire, qui vont finir le match avec 7 points. Là, c'est pas ça qui va se passer. Mais qu'elle en fasse 19 au lieu de 30, qu'elle n'arrive pas à compléter autant de jeux qu'habituellement, qu'elle prenne beaucoup de tirs, mais qu'elle les rate plus souvent, ça veut dire que la pression était là, ça veut dire que le travail défensif a été efficace. Puis il faut aussi rajouter du côté de l'UQAM. Moi, j'ai beaucoup aimé sa fin de saison, puis demi-finale, finale, Paul Bellin-Ibata Ponza. Ouais. Franchement, puis en finale, elle a été particulièrement solide, j'ai trouvé. C'est une fille qui prend sa place comme meneuse. Puis elle distribue les choses qui font en sorte que les verriers sont encore plus dérangeantes à un moment donné dans le paint. Puis Alex Dufresne, elle se met un peu plus ouverte. Donc, tu as besoin d'une joueuse comme ça. En tout cas, je trouve intéressant son moment où elle pique dans la saison, en fin de saison comme ça, puis à l'approche des Canadiens. Ça va être intéressant justement de voir ce qu'elle va apporter à l'autre niveau là, après. 100%. Je pense que très belle victoire de l'UQAM. Puis Fredlin et Fredlin Verrier ont été exceptionnels. Sincèrement, elles ont été les meilleures joueuses sur le terrain. Puis je pense que ça a vraiment juste signé cette victoire-là face à Bishop. C'est dommage pour Bishop. Je pense que c'était quand même une belle saison. Ouais. C'est une équipe qui avait quand même bien joué tout au long de la saison collectivement. Mais à la fin de la journée, je pense que c'est juste une question de faire des tirs dans les gros moments. Puis l'UQAM, à la fin, a réussi à faire plus de tirs puis capitaliser sur les opportunités beaucoup plus souvent puis de façon beaucoup plus constante que Bishops. Exact. Puis j'en profite parce que là, on va parler des championnats canadiens, mais j'en profite quand même pour lever mon chapeau à la carrière universitaire d'American Siciliano qui se termine dans le fond au Québec. Elle s'en va fort probablement jouer en Europe professionnellement à partir de l'an prochain. C'est ce qu'elle m'avait dit. Partagé au moment où on a fait l'entrevue de la semaine. Si jamais les gens ne l'ont pas vu, vous pouvez retourner. On avait fait une entrevue de la semaine avec Américaine Siciliano, une fille formidable à découvrir. Bref, donc je lève mon chapeau à cette grande joueuse qui aura été 3 fois pour cette année, encore une fois, donc 3 fois consécutivement, joueuse par excellence du circuit universitaire québécois. Fait que une grande carrière en sol québécois. Championnat canadien, là, c'est spécial. Évidemment, les gens, si vous voulez savoir, une fois que les 8 équipes, parce qu'il y a 8 équipes qui sont qualifiées au championnat canadien, une fois que les 8 équipes sont connues, U-Sport établit un classement de 1 à 8, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas d'équipe de la même conférence, donc Ouest, Ontario, Québec et Atlantique, qu'il n'y a pas 2 équipes qui s'affrontent au premier tour. Ça, c'est établi comme ça. Puis en plus, évidemment, en fonction de ce qu'eux évaluent comme étant les forces. Et là, ça se trouve que l'UQAM est classé 6e. Elles affrontent les 3e, qui sont Queens dans ce cas-ci, chez les femmes. Queens qui a eu une seule défaite en saison régulière cette année, mais Queens qui a perdu, en fait, en finale d'Ontario contre Carleton.
Parle-nous un peu de ça. C'est quoi comment tu vois les choses qui sont les équipes à surveiller, peut-être au niveau canadien, puis les chances de Lucam? Oui, déjà au niveau canadien, Queens, excellente. C'est une équipe excellente. C'est une équipe qui a une très belle efficacité globale. Si tu regardes le profil statistique, c'est du côté du OUS, ce que tu vois, c'est que c'est des équipes qui ont beaucoup plus de tirs aux 3 points, puis beaucoup plus comment dire, de juste statistiquement, les profils sont plus élevés au niveau des pourcentages globaux parce que je pense qu'ils prennent beaucoup plus de tirs. C'est du basket ils ont leur style de basket à eux. Puis du côté de Queens, je pense que c'est une équipe qui a envie de se prouver. Ils ont perdu face à Carleton, qui est classée l'équipe numéro 1 du circuit du côté féminin. Puis c'est une équipe qui veut se prouver. Ils ont des bonnes joueuses. Je pense à Donovan Laura, Chadwick Julia, Isabella Godet. C'est 3 joueuses-là qui forment un peu le core de cette équipe-là, qui a mené cette équipe-là à autant de succès en saison régulière. Fait, ça va être très intéressant à suivre. Non, exact. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point tu vois, parce que c'est un peu toujours ça, les équipes du Québec. Des fois, alors, remarque que du côté féminin, ça n'a pas tout le temps été vrai, là, que Rouge et Or ont eu des bons championnats canadiens à quelques occasions. Mais dernièrement, je veux dire, là, McGill aussi a déjà gagné des championnats canadiens et tout. Mais en ce moment, est-ce que tu vois l'UQAM avoir une réelle chance contre Queens? Je comprends que c'est difficile à établir parce qu'évidemment, elles ne se sont pas affrontées. Mais ça reste un powerhouse là, cette année, Queens, une grosse formation. Ça va être difficile pour l'UQAM, là, même si on aime bien les Verriers, on aime bien. J'ai hâte de voir justement ce style de jeu-là contre les filles de Queens. Puis, moi, je crois en leur chance. Là, ça reste que, tu sais, c'est tu as parlé souvent de la résilience des filles de l'UQAM, de l'adversité qu'elles ont eu à faire face. Elles ont quand même battu fair and square, une des très bonnes équipes au Canada, à mon avis, en Bishops. Elle pique au bon moment, regarde, on ne sait jamais. Écoute, tu sais, la prophétie veut que l'UQAM gagne. Okay? C'est ça que je veux. Okay? C'est ça que je veux. Mais les mathématiques sont pas bons. Si tu regardes Queens, 75 ils font 75 points par match. Okay? L'UQAM, ils ont terminé la saison avec 63 points. Puis si tu regardes les pourcentages genre, de global, c'est comme des écarts de 6 à 7% genre sur toutes les lignes statistiques. Fait que les mathématiques sont pas bons, mais le sport, c'est pas des mathématiques. Fait que pour moi, c'est une question de caractère de résilience. Puis moi, j'ai vu l'UQAM jouer. J'ai vu l'UQAM jouer toute la saison. Puis j'ai envie de croire qu'ils ont une chance de gagner. Je pense que physiquement, Fredine et Fredine Verrier sont des joueuses d'expérience exceptionnelles qui sont comparables à n'importe quelle équipe, n'importe quelle autre joueuse partout au pays. En termes de juste leur expérience, leur talent athlétique, physique. Honnêtement, je pense qu'ils ont leur chance. C'est sûr que collectivement, on ne peut pas nier le travail de Queens sur la saison. Fait que c'est sûr qu'ils vont être les favoris. Mais je pense que l'autre affaire aussi, c'est que oui, ils sont classés 3e, puis le classement est fait d'une certaine façon, mais à the end of the day, ils jouent à la même place. Il n'y a pas nécessairement d'avantage du terrain ou quoi que ce soit. Fait que, c'est. Non, c'est Halifax en plus. Là, c'est ça. L'autre équipe est chez elle. 100%. Fait que pour moi, c'est juste une question que le meilleur gagne, puis on va voir qui pourra mieux exécuter. C'est sûr que Queens sont les favoris, mais moi, je donne une très bonne chance à notre équipe des Citadins de nous représenter et d'aller chercher une victoire. Bon, ben on va suivre ça. Ça se passe jeudi. Jeudi à 11h30. Donc, si vous pouvez aller sur le site de usport.ca, tomber là-dessus, il y a les matchs qui sont web diffusés. Donc, allez voir ça. Vous allez avoir la chance de regarder le match. Hein, je répète, jeudi matin, 11h30. En fait, c'est l'heure de l'Atlantique. Fait qu'il va être, c'est 11h30 là-bas. Ça veut dire qu'il est 10h30 chez nous. Donc, à 10h30 jeudi matin. Parfait. Chez les gars, là, on a fait un bon segment pour les filles. Je pense que les gars, on a aussi des choses intéressantes. Puis là, l'UQAM a fait ce qu'il devait faire. Dans ce cas-là, la logique a été respectée. On parle de l'équipe numéro 1 qui a fait son travail et contre Concordia et contre Bishops. Demi-finale contre Concordia. Oui, Concordia a fait du bon travail pour les garder honnêtes, si on veut garder l'UQAM honnête pendant la partie. Mais à la fin, l'UQAM a fait valoir son talent, si on veut.
honnêtement, je suis allé voir les 2 matchs des Stadins en personne. J'étais proche, j'ai vu. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 matchs, que ce soit en demi-finale puis finale, c'est un peu le même commencement. Puis pour moi, ce commencement-là a montré une très belle progression de cette équipe-là de l'UQAM. C'est que quand tu regardes ces 2 premiers matchs, autant Concordia que Bishops, ils ont mené à la fin du premier quart. Mais quand tu regardes le match, puis pour avoir été présent, les gars étaient tellement calmes. J'ai jamais vu une équipe aussi détendue, genre, de leur manière de juste attaquer, appréhender cette situation-là. Sincèrement, il y a vraiment un calme. Puis face à Concordia, tu sais, Concordia jouait extrêmement bien défensivement. Les gars étaient là. Pour de vrai, il y avait vraiment un très bel effort. Au début du match, hein, ils allaient chercher tous les rebonds. Tu sais, il y avait un très bel effort, mais en termes de juste la force de frappe de l'UQAM au deuxième quart, puis à partir de ce moment-là, tu sais, c'est comme, ils prennent les coups de l'adversaire, c'est comme un peu un boxeur, tu sais, au premier round, ils vont prendre au premier, deuxième, troisième round, ils prennent des coups, puis à partir du quatrième, cinquième, ils arrivent avec une force de frappe, des uppercuts, des jabs, puis ça, c'est leur tir à 3 points, c'est les attaques en transition, c'est des passes, puis vraiment créer des opportunités, d'attaquer le panier, puis d'aller chercher des lancers francs. Puis Concordia, honnêtement, ils ont juste pas été capables de répondre à ça. Puis, tu sais, ils ont fait de leur mieux. Je pense qu'à partir du quatrième quart, ils ont essayé de se ressaisir, mais les dommages étaient faits. Puis à partir de ce moment-là, à partir de en fait, milieu du troisième quart jusqu'à la fin du match, l'UQAM était un peu en cruise control. Pour m'excuser du terme, c'était vraiment juste contrôler le match, laisser les choses aller, s'assurer que tout le monde était éviter les blessures, puis vraiment garder ça, faire les bonnes choses pour continuer de jouer, puis assurer la victoire, mais sans non plus se mettre dans des situations dangereuses, puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Fait que pour moi, c'est ça ce que j'ai vu dans le match de demi-finale. Puis il faut le mentionner individuellement, Kevin Civil, c'était son show. Hein? 31 points, mais 12 en 19 sur ses tirs, 6 tirs de 3 points sur 10. Quand Kevin Civil, ils sont à peu près 6 dans cette équipe, et quand ils décident de prendre le contrôle, ça marche. Là. Mais Civil a été constant toute l'année. Là, il a été le meneur que cette équipe-là a besoin d'avoir dans les grands moments. Puis tu l'as dit, en fait, tu le sentais, toi, le calme. Moi, je l'ai regardé en différé ou en web diffusion. Donc, je sentais moins ce feeling-là d'attitude, si on veut. Mais toi, tu l'as senti. Mais effectivement, regarde, quand le jeu s'est mis à tourner autour de Kevin Civil, il a été capable de prendre ses marques, là, ça devenait impossible. Il y a un gars comme lui, quand il se met si ses tirs rentrent à un pourcentage de réussite aussi élevé, tu fais quoi? Parce que là, tout le monde devient ouvert là, et les options sont infinies pour l'UQAM. Fait que non, regarde, je pense que Concordia a essayé de bien se battre. Tyrell Williams avait un nombre de minutes limité qu'il pouvait jouer étant donné sa blessure à la cheville. Donc, c'est à un moment donné, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je pense que c'est une belle équipe, Concordia. Ça demeure une équipe intéressante à surveiller pour l'avenir, mais l'UQAM était supérieur cette année, sans aucun doute. L'autre demi-finale, c'était Bishops contre Laval, et Bishops a fait valoir à quel point c'était la meilleure équipe offensive, du moins mathématiquement, là, statistiquement, a été la meilleure équipe offensive, ceux qui produisaient le plus, et 100 points contre le Rouge et Or à un moment donné. Visiblement, le travail collectif, parce que tu as 4 gars qui ont 18 points ou plus. Donc, du gros travail, puis tout ça, je le répète, sans Charles Robert, leur théoriquement meilleur joueur. Donc Bishop, c'est du gros travail. Ah non, 100%. Puis je pense que du côté de Bishop, encore une fois, c'est une autre équipe que je me donne du crédit. Au début de la saison, je les ai vus, puis j'étais comme, OK, comme eux, puis l'UQAM, physiquement, comment ils se démarquent, c'était vraiment spécial. Puis du côté de Bishop, je pense que, première demi de ce match-là, ils jouent un match correct, ça se passe bien. Mais le Rougeur reste agressif. Tu vois encore la polyvalence offensive que tu as vue durant le début de la saison. Belle assiduité avec Sidney Tremblay-Lacombe. Mais à partir du troisième quart, notamment au niveau de juste la défense et la protection du cercle, le Bishop, ça a juste dominé le match. Puis encore une fois, ils ont forcé des tirs de plus en plus difficiles. Puis moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment leur assiduité aux 3 points. Si tu regardes, ils ont marqué 10-3 points. Ils ont terminé avec 37,5%. Ça, c'est pas un élément que tu as souvent vu du côté de Bishop. Ils faisaient des 3 points, mais pas avec cette assiduité-là.
Fait que pour moi, c'était ce côté-là. T'ajoutes ça, honnêtement, si tu ajoutes à Bishops une assiduité aux 3 points, c'est une équipe qui est très comparable à l'UQAM en termes de. Ils sont inarrêtables. T'sais, ils dominent l'intérieur, défensivement, ils bloquent le cercle, fait que c'est difficile d'obtenir les opportunités, puis ils défendent bien, ils lèvent les bras, fait que ils ne créent pas de faute, fait que t'es comme ah. Fait qu'en plus, tu as des 3 points, tu as des bons tirs extérieurs, tu as une bonne assiduité. C'est comme un peu inarrêtable. C'est très difficile de battre une équipe sur cette lancée-là. Puis du côté du Rougeur, je pense que Sidney Tremblay-Lacombe, je pense en fin du 3e quart ou début du 4e quart, quelque chose comme ça, il s'est blessé à la main, si j'ai bien compris. Fait que je pense que tomber dans cette situation-là, ça a comme limité les choses en fin de match. Puis je pense que le Rougeur sont arrivés avec un bon plan de match. Mais physiquement, le travail de Bishop se sont tellement imposés que comme ça a sorti le Rougeur de leur plan de match. Puis à partir de ce moment-là, il y avait plus d'improvisation, il y avait un manque de juste synergie puis de constance pour terminer le match. Puis Bishop a juste pris le dessus avec des rebonds, bonne protection du cercle, puis une dominance à l'intérieur. Ah, puis tu l'as dit, tu sais, c'est la première moitié du match, on a une bataille. D'ailleurs, le Rouge et Or mène par 4 points après la première demi, mais on n'est pas capable de dire qu'il va gagner ce match-là à ce moment-là parce que la bataille est évidente. Mais la moitié du 3e quart, à partir de là, c'est Bishops qui prend le contrôle, comme tu dis. Rouge et Or n'arrive plus à un moment donné à maintenir cette constance-là où est-ce qu'elles doivent, ils doivent produire. Bishops ont été capables de le faire. Donc, chapeau à eux, encore une fois. Puis, ce qui a permis de se rendre en finale, puis d'avoir la finale, une finale que j'espérais, puis pas parce que je voulais pas que Laval soit là, au contraire, je l'espérais parce que je trouvais que c'était que Bishop, c'était l'équipe la mieux outillée pour se battre contre l'UQAM. Tu t'en as parlé souvent, justement, la bataille au rebond. Ils sont tellement forts d'intérieur, comment ils défendent bien. Donc, moi, j'avais hâte de voir ce match-là. Mais l'UQAM, encore une fois, a trouvé le moyen de vraiment s'imposer dans cette rencontre-là. Je rappelle que Charles Robert ne jouait pas pour Bishops, mais à l'inverse, tu as Alex Lochard qui a joué à peu près 11 minutes dans tous ces 2 matchs-là, demi-finale, finale au complet. Alex Lochard n'était pas en état de jouer. Donc, je pense que ça s'équivaut rendu là tu as 2 joueurs extrêmement dominants à l'intérieur. Fait que, disons qu'on peut dire qu'ils se battaient à armes égales. Puis rendu là, ben c'est ça. L'UQAM a fait ce qu'il avait à faire. Non, 100%. Tu sais, j'ai eu en entrevue Kevin Civil puis Mario Joseph durant les 2 finales et durant les finales. Puis, tu sais, ce qui ressort beaucoup de ces conversations-là, c'est vraiment à quel point l'importance de l'esprit d'équipe puis de juste garder les yeux sur l'objectif tous ensemble, ça a été important pour eux. C'est après la défaite qu'ils avaient eue à Bishops, à l'UQAM, certaines difficultés qu'ils avaient rencontrées en fin de saison par rapport à juste toujours essayer de ramener ça à du jeu collectif. C'était ça le challenge. Puis au final, tu sais, Kevin Civil m'a dit que, tu sais, je l'ai vraiment senti dans son attitude par rapport au leadership. Il y a vraiment une conversation d'équipe qui a eu lieu, puis vraiment de s'assurer que tout le monde était sur la même page, puis de viser le même objectif. Puis ça s'est vu, encore une fois, début de match, premier quart. Bishops fait de la très bonne job, tu sais, en termes de aller chercher les rebonds défensivement. Tu sens qu'il y a une belle assiduité. Pour de vrai, genre, tu dirais que, honnêtement, au début de match, peut-être qu'ils vont donner un bon défi. Mais encore une fois, le calme de l'UQAM, et pour de vrai, genre, c'est très impressionnant. Pour de vrai, il n'y avait vraiment pas un. Tu sais, des fois, tu peux sentir un peu quand tu vas avoir des matchs, tu vas avoir des gars se crier un peu dessus, ou tu vas avoir des conversations. Tu vas entendre une intensité, mais un sentiment de panique des fois sur certaines séquences. Mais pour de vrai, aucune panique, vraiment. Puis dès qu'ils ont commencé le 2e quart, ça a été vraiment, c'est vraiment un des quarts de basketball le plus impressionnant que j'ai vu en personne. Sincèrement, la manière d'attaquer, les tirs extérieurs, la défense. Bishop, tu ne pouvais rien faire, honnêtement, durant ce quart-là. C'était assez remarquable. Puis à partir de là, 30-9. Il finit 30-9, ce quart-là. En fait, je pense que je pense que Bishops a gagné les 3 autres quarts, mais la différence est tellement énorme au 2e quart. Ben, en fait, gagner, c'était par un point, ou à peu près de différence dans les autres quarts. Mais comme tu dis, ce quart-là est incroyable. Il finit 30-9. Et Bahaïdé Aïdara qui a été magistral dans ce quart-là, d'ailleurs.
Baïda, incroyable. Les tirs extérieurs. Mais pour vrai, Baïda, offensivement, il y a tellement 23 points, mais la défense de ce gars-là est. Tu sais, comment, genre, ses longs bras, sa capacité à juste protéger le cercle. Puis Kevin Thibodeau, encore une fois, très bon match. Il a vraiment assuré, sécurisé la victoire de l'équipe à partir du deuxième, troisième quart, puis pour la fin du match. Honnêtement, ça a été une très belle performance globale de l'UQAM. Pour de vrai, tu as vraiment senti vraiment une dominance puis une agressivité qui était assez remarquable puis que tu avais vu sur plusieurs séquences puis beaucoup de moments durant la saison, tu voyais que quand il s'allumait, c'était vraiment l'équipe la plus dominante, mais ce deuxième quart-là, c'est vraiment un des quarts de basket. Genre, il fallait que tu sois là pour voir. Comment ils ont joué défensivement, c'était exceptionnel. Puis je pense qu'à la fin, les Bishops, encore une fois, tu as dit qu'ils n'avaient pas Charles Robert, mais honnêtement, je vais être très honnête, moi, je sais pas, genre Charles Robert, pour autant qu'il c'est un joueur exceptionnel tout au long de la saison, puis je pense que oui, il aurait fait une différence, mais comment l'UQAM jouait, puis la confiance, puis la dominance avec laquelle qu'ils ont exercé, je sais pas si tu aurais un résultat différent. Non, puis tu sais, c'est pour ça que je dis que je vois, tu sais, je pense que c'est la terre égale quand même, là, dans le sens où, à cause que le char n'était pas là. Fait à un moment donné aussi, tu sais, c'est pas parce que tu enlèves un joueur que tu enlèves tout ce qu'il fait. Il y a quand même quelqu'un qui prend sa place et qui fait le travail. Puis c'est pas vrai que Charles Robert, à lui tout seul, aurait empêché 30 points de l'UQAM au deuxième quart. Là, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Fait que, au final, tu sais, félicitations à l'UQAM pour de vraies très belle saison. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup grandi. C'est une équipe qui c'est beaucoup d'années de travail qui a été mis du côté avec Mario Joseph depuis 2018. Franchement, chapeau à eux. Je pense que ça va être un très bel affrontement pour la suite des choses pour les championnats canadiens. Et là, on en parle des championnats canadiens parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Même chose que pour les filles. L'UQAM est classé 6e au tournoi, affronte l'équipe numéro 3. Et l'équipe numéro 3, dans ce cas-ci, c'est la dynastie du basketball canadien. Si les gens pensent que le rouge et or au football, c'est une dynastie, et je leur enlève rien, c'est une dynastie, mais il y a une plus grande dynastie encore qui existe dans le sport universitaire canadien, et c'est les Ravens de Carleton au basketball. Ils ont gagné 16 des 19 derniers championnats canadiens. Et là, ils se sont inclinés en finale dans l'Ontario contre les GGs d'Ottawa. Logiquement, en passant, là, Ottawa a une superbe saison. Ce n'est pas comme s'il avait volé quoi que ce soit. Mais ça reste que tu affrontes une machine de basketball incroyable. Sauf que je pense que Carleton ne sait pas contre quoi ils s'en vont jouer. je pense qu'on a sinon la meilleure équipe du Québec pour représenter le Québec depuis extrêmement longtemps. On a eu des bonnes équipes, c'est vrai, là, mais l'UQAM, s'ils jouent comme ils ont joué jeudi et samedi, ils vont donner, encore une fois, je ne gagerai pas ma maison parce que c'est Carleton, là, mais ils vont donner une ride à Carleton et on verra bien comment les Ravens vont se débrouiller avec ça. Mais je pense qu'il y a un message qui peut être lancé au basketball canadien par les citadins. Oui, 100%. Puis, tu sais, écoute, il y a un article qui est sorti dans le Ottawa Sun. C'est un journal à Ottawa. Puis, dans le fond, ils ont parlé de la défaite que Carleton a subie face aux GGs. Puis, un peu de l'historique de la rivalité GGs-Carleton. C'est parce que c'est deux programmes qui évoluent dans la même région. Fait qu'il y a vraiment une très grosse rivalité. Puis, du côté de Carleton, je pense qu'il y a vraiment un désir de se réaffirmer. Puis, de vraiment, tu sais, encore une fois, affirmer leur dominance. C'est une équipe qui a gagné, je pense, dans leur historique, 16 championnats nationaux. C'est une équipe qui a toujours été dominante. Puis cette année, encore une fois, ça montre encore une fois le style de basketball qui est différent, puis les tirs. Si tu regardes les pourcentages, les écarts de pourcentage entre l'UQAM puis Carleton, à ma grande surprise, ne sont pas si grands. Quand tu regardes Carleton, 45% au tir global, l'UQAM 42%. C'est vraiment plus au tir à 3 points que Carleton se démarque dans le pays. 37% d'efficacité au tir à 3 points collectif. Ça, c'est remarquable. Ça montre une assiduité qui est assez impressionnante. 43,2 rebonds par match, 17 passes décisives par match. Tu vois une équipe qui joue bien collectivement, mais encore une fois, les écarts ne sont pas si grands.
C'est juste, pour moi, je pense que c'est une question de style de basket, puis les tirs qui sont laissés aller par les différents coaching staff, peu importe. Mais l'écart n'est pas grand, puis pour moi, c'est deux équipes qui se comparent très bien. Je pense que l'UQAM a une très bonne chance de remporter ce match-là. Sincèrement, je pense que si tu regardes comment Carleton a joué contre les GGs, puis tu compares à ce que l'UQAM a fait durant la saison, je pense qu'il y a moyen pour l'UQAM de remporter ce match-là. Ben, je le pense aussi, puis encore une fois, là, c'est un feeling parce que tant qu'on ne les voit pas jouer une contre l'autre, ces équipes-là, ça reste difficile. Puis historiquement, une équipe du Québec qui est allée se présenter là, on a tout le temps senti une coche en bas. Il y a des bons joueurs, individuellement, il y a des joueurs qui sont toujours capables de se démarquer. Mais collectivement, les équipes en Ontario ont systématiquement le dessus sur les équipes du Québec. Mais là, dans ce cas-ci, je le répète, la façon dont les Citadins ont fini leur saison comme ça, si les Citadins sont capables d'être ça au championnat canadien, de se faire confiance assez, tu as parlé de leur calme, est-ce que les gars vont être capables de garder ça? Puis je pense que quand tu arrives au niveau canadien, il y a peut-être un élément de nous contre le reste du monde. Personne ne nous connaît, personne. Fait qu'on n'a pas le choix de se fier un sur l'autre. On ne peut pas avoir une attente face à ce que l'autre va faire. On ne peut pas se dire je vais prendre ça en charge parce que je sais que je suis capable tout seul contre eux. Donc, ça va peut-être faciliter le travail de Mario Joseph. Puis, comme ils ont réussi à le faire dans leur propre conférence, c'est-à-dire de jouer collectivement, faire passer ça d'abord et avant tout, Mario Joseph va avoir probablement les bons arguments pour dire, regardez, là, quand vous le faites, vous êtes dominant, il faut le faire encore. Puis, let's shock the basketball world. Tu sais, moi, écoute, s'ils arrivent à faire ça, à les battre, tu sais, leur défi, c'est ça. Là. Personne ne s'attend à ce qu'on gagne. Mais on s'en va probablement, justement, lancer un message au basket canadien, c'est-à-dire que les meilleures équipes au basket québécois sont capables de vous battre. Puis il y a quelque chose à faire. Moi, j'ai confiance que l'UQAM est capable de vraiment causer du dommage là-bas dans ce tournoi-là. Au final, la réalité, c'est que c'est faire des tirs dans les gros moments. C'est ça. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Il faut faire des tirs dans les gros moments, puis il faut être constant. Puis je pense que la réalité aussi, c'est que c'est le basketball collectif qu'on a vu dans certaines parties de la saison régulière, puis qu'on a vu tout au long en tout cas durant ces deux matchs-là de séries éliminatoires, en demi-finale puis en finale, pour jouer contre Carleton, pour jouer contre tout le reste des équipes du circuit cette année, si tu regardes tous les profils, c'est des très bons talents qu'on a partout au pays. Fait qu'il va falloir jouer du basketball collectif constant pour remporter tous ces matchs-là. Ça va devoir être une constance qui va devoir être établie, une dominance qui va être établie pour être capable de match-up contre une équipe comme Carleton qui a... le tir à 3 points, veut pas. l'UQAM, je pense que c'est une équipe qui peut aller chercher aux alentours de 35-37% de tir à 3 points. Ils ont le talent, ils ont des gars qui peuvent créer leur propre tir aussi. Puis tu vas affronter des gars contre une équipe comme Carleton qui ont aussi beaucoup de gars qui peuvent créer leur propre tir, jouer du 1 contre 1. Fait que de certaine façon, comme tu l'as dit, c'est des situations qui vont être confrontés beaucoup plus souvent que comme dans la RSEQ. Fait que ça va être très dans le RSEQ. Fait que ça va être très intéressant de voir les différents match-ups 1 contre 1, de voir comment ils vont jouer collectivement. Puis pour moi, c'est la défense. Est-ce qu'ils peuvent amener cette défense-là qu'on a vue durant les 2 matchs de série éliminatoire face à Carleton? Parce qu'ils ont le talent athlétique pour faire ça. Fait que c'est la défense, les rebonds, chercher ces choses-là, puis battre Carleton sur les petits aspects du basketball comme ça, c'est ça qui va faire toute la différence. Écoute, je pense que tu finis en parlant de défense, puis je pense que c'est un élément, puis Baïda Aïdara va être ultra important là-dedans, joueur défensif de l'année cette année. Ça va être ultra important parce que les équipes qui ont réussi à battre Carleton, c'est les équipes qui ont été capables de jouer un jeu défensif très étanche, très solide. Donc, ça va être une clé parce que l'attaque, je pense que côté attaque, on sait qu'on est capable de faire le travail. Fait que l'idée, c'est pas de se dire, hey, sortir une stratégie à tout casser. Non, on est capable d'exécuter, on a le talent qu'il faut pour exécuter. Est-ce qu'on est capable d'empêcher Carleton de marquer 90-100 points? C'est là, parce qu'à un moment donné, dans un shootout, oui, l'UQAM est capable de compétitionner dans un shootout.
la réalité, c'est que tu perds un peu le contrôle dans le sens où c'est qui va en réussir le plus. Puis bon, ça peut être presque de la chance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, défensivement, si tu rends les tirs difficiles, il y a un paquet de choses qui peuvent se faire, mais si tu te concentres sur ta bonne défensive, ta transition, l'UQAM est capable de faire le travail parce qu'il y a d'autres équipes qui l'ont fait cette année. Puis, comme je dis, là, Carleton, ce n'est pas une équipe invaincue cette année. Ça reste une grande organisation, un coach qui en a vu d'autres. La question n'est pas là, là. Mais ça reste une équipe qui est battable, qui est prenable pour l'UQAM. Puis moi, je pense que c'est... Why not? Why not? Ça se passe vendredi matin à 11h heure du Québec. Donc, un petit match-up UQAM Carleton, j'ai bien hâte de voir ça. 100%. Il faut que la prophétie se concrétise, il faut qu'il gagne. C'est ça qu'on veut voir. Fait que le prophète du basketball québécois nous annonce des choses. Faut qu'il y en ait un. Oui, tu sais, l'important, c'est pas d'avoir toujours raison, c'est de faire sortir la fois où tu as eu raison pour montrer que. Non, c'est ça, exactement. T'as tout compris. Excellent. C'est comme ça que ça marche. Faut juste que tu dises que tu es le meilleur pour que tu sois le meilleur. C'est comme ça que ça marche. Excellent. Fait que Jason, c'était le meilleur. Fait que le monde est content de t'écouter, le monde est content de t'entendre. Moi, le 100%. premier. Donc, écoute, on suit ça avec grand intérêt parce que c'est nos équipes de chez nous dans le plus haut niveau qu'ils sont capables d'atteindre, c'est-à-dire nos championnats canadiens universitaires. On va regarder ça, comme je dis, avec grand intérêt et surtout, on va être chauvin puis on va leur souhaiter des victoires, des belles victoires. 100%. Puis encore une fois, merci à toutes les équipes puis les entraîneurs du circuit. Ceux que j'ai pu avoir en entrevue, en fait, tout le monde, en fait, le travail, les équipes de tout ce qui est gestion de matériel, peu importe, les équipes médicales, peu importe, tout le monde qui est impliqué dans le RSEQ au niveau du basketball universitaire pour cette saison. Sincèrement, ça a été du très beau travail. Ça a été vraiment nice de suivre toutes les équipes. De voir les partisans aussi, ceux qui viennent au match. Les 2 matchs que j'étais à l'UQAM, l'énergie, puis aussi juste l'attitude de la foule là-bas est extrêmement... c'est très enjaillissant, c'est très plaisant à être dans ces matchs-là, puis de voir comment la foule est impliquée, les familles qui sont là, qui supportent les joueurs. Pour de vrai, il y a une belle communauté là à l'UQAM de basketball qu'il faut souligner pour de vrai. Oui. Puis c'est un beau gymnase pour voir du sport aussi. On est bien installé. Fait que, non, tu l'as dit, garde, c'est fantastique. C'est des belles expériences. On vit tout le temps des beaux moments quand on s'en va voir ces matchs-là. Puis effectivement, l'UQAM, mais partout ailleurs, il y a des belles choses. Puis je veux finir notre segment en parlant rapidement d'un autre beau moment qu'on a eu. C'est en fin de semaine passée, les championnats provinciaux de basketball collégiaux D1. Ça se passait à Édouard-Montpetit, un autre beau gymnase où aller voir des matchs. C'était extraordinaire. Je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit qui est paru sur Bulletin sportif où est-ce que je raconte à peu près tout parce que je ne veux pas refaire un 45 minutes. Je pourrais en faire en masse parler de ça. Mais les Géants de Saint-Jean chez les femmes, les Blues de Dawson chez les gars qui sont champions provinciaux. Donc, du gros basket, ça a été formidable de voir ça sur place. Parce que, tu le dis souvent, mais l'émotion, c'est là qu'on la sent, c'est quand on est sur place. Il y en avait en masse. Donc, oui, un beau trip. Fait qu'allez lire ça. Puis surtout, allez regarder ce qui se passe un peu partout encore parce qu'on a les championnats canadiens de basket collégial aussi qui s'en viennent. Mais d'abord et avant tout. En fin de semaine, pas en fin de semaine, mais jeudi et vendredi. Oui. On va espérer que ça continue en fin de semaine. Oui. Mais jeudi et vendredi, les matchs de l'UQAM chez les filles, chez les gars au championnat canadien. Oui. Un gros merci, Jason. Ça fait plaisir. On se reparle la semaine prochaine, puis peut-être avec des festivités de médailles d'or, et on ne sait jamais. Ah non, 100%. Ah, moi, si l'UQAM gagne, moi, je vais venir au prochain podcast. Je vais acheter un hoodie de l'UQAM. Je vais arriver sur le podcast. Je vais tellement être content. Je vais tellement être content. Tu vas-tu faire partie de la parade sur la rue Sanguinet où est-ce qu'il y a le centre sportif? Ah, 100%. S'il y a une parade, s'il y a quelque chose, je viens 100%. 100%. Excellent. C'est 100%. bon. Salut, Jason. Profite bien de tes matchs. Salut. Prenez soin de vous. Segment d'entrevue de la semaine. On a avec nous Carl Tommy Laforêt des Citadins de l'UQAM. Je suis vraiment content de l'avoir pour un paquet de raisons. Ça faisait longtemps que je voulais lui parler. Un joueur de basket émérite qui a été joueur de l'année passée au niveau collégial.
cette année recrue avec les Citadins. Et là, le timing est parfait parce que Carl Tommy, vous venez de gagner le championnat provincial. Ben, d'abord, salut, puis merci d'accepter de faire l'entrevue avec nous. Merci, Phil. Écoute, regarde, c'est sûr qu'on va en parler en masse. Je voulais parler avec toi que les gens du basket au Québec te connaissent, il n'y a pas de problème, mais les gens qui suivent peut-être un peu moins le basket, toi, tu as joué pour les Nomades de Montmorency au collégial. Tu as été joueur par excellence là-bas. Avant de jouer pour les Nomades, tu jouais où? Ma première année au cégep, j'ai commencé à Dawson. OK. Et j'ai ensuite transféré à Montmorency. Puis ça a vraiment changé comment je joue au basket et c'est là que j'ai plus été reconnu. Mais au secondaire, j'ai joué, ma dernière année au secondaire, j'ai joué avec Lucien Pagier. On a tout gagné, c'était une belle année, puis je suis vraiment fier de ça, là. C'est ça. Puis tu as toujours joué au basket ou tu as fait d'autres sports aussi quand tu étais au secondaire? Au secondaire, j'ai toujours joué au basket, mais avant le basket, je jouais au football. OK. C'était mon premier sport. J'ai vraiment adoré le football, mais je grandissais un petit peu trop vite. Puis là, j'ai dit, bon, il faudrait que je fasse le switch de sport. Puis je suis allé au basket, puis j'ai trouvé mon amour là-bas. Puis visiblement, tu avais du talent, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais. Fait que t'es allé à Dawson au début de ton collégial. C'est eux qui t'avaient recruté, puis tu voulais aller là? Je voulais aller à Dawson au début parce que c'était une équipe explosive, puis je jouais de l'énergie, puis j'aimais ça. Puis aussi, un de mes camarades à Pagé est allé à là-bas. De mes camarades, Billy Dawson, puis Jordan Famway. Puis j'adorais jouer avec eux. Puis c'était une belle année à Dawson, c'est juste que le truc n'a pas marché. Donc on a tous choisi notre propre chemin. C'est pour ça que je suis allé à Montmorency après. Fait que t'es allé à Montmorency, puis eux autres, ils devaient être très contents de t'avoir avec eux, évidemment. Ouais. As-tu été obligé d'avoir des matchs de suspension parce que tu faisais un transfert à ce moment-là? Ouais, j'ai pas joué ma première session avec Montmorency, mais j'ai joué ma deuxième. C'était vers 2019-2020, à peu près, ouais. Mais j'ai joué ma deuxième session, puis ça a bien été quand même. Ça a bien été quand équipe, ouais. On a gagné troisième place, on a perdu contre Brébeuf en demi-finale. Brébeuf, une autre grosse équipe, évidemment, qui est là à chaque année, toujours solide, puis qui ont fini troisième, d'ailleurs, cette année encore. Et là, tu as eu ta dernière saison à Montmorency, comme je disais tantôt, joueur par excellence. Écoute, c'était... en fait, non, tu n'as pas été joueur par excellence, c'était Ronaldo Robinson qui était joueur par excellence, je pense que c'est ça. Mais tu as eu sa première équipe d'étoiles avec lui, évidemment, et d'autres mondes. Et ce que je me souviens d'après cette saison-là, c'est que tu étais supposé aller avec les GGs d'Ottawa, c'est ça? Oui, au début, on m'a fait recruter à Ottawa, puis je voulais vraiment aller à Ottawa parce que c'est une nouvelle expérience. Puis ils jouent à OE, puis c'est sûr qu'il y a plus d'équipes, il va y avoir plus de compétition. Mais vers la fin, il y a des trucs qui n'ont pas trop marché. Je m'entendais pas trop bien avec le coach, puis j'ai juste décidé de revenir au Québec avec l'UQAM. Puis c'est un très beau champ, nous, nationaux. Ottawa aussi, ils sont nationaux, puis j'espère les rencontrer là-bas pour voir comment ça va se jouer. Est-ce que tu avais pensé d'aller jouer dans la NCAA ou c'était sûr que tu restais au Canada à ce moment-là? Non, c'était sûr que je restais au Canada. Mais mes idées, c'était soit que je restais au Québec ou j'allais vraiment à Ottawa ou à Brock. Mais j'ai décidé, comme tu le vois avec mon citadin, j'ai décidé de rester à la maison. Quand les meilleurs joueurs du Québec regardent justement les options pour aller à l'université, là, tu dis que tu voulais rester au Canada, il y en a beaucoup qui regardent les États-Unis, évidemment. Tu parlais de l'OUA tantôt, il y a plus d'équipes, donc plus de compétition. Est-ce qu'il y a, tu sais, quand tu parles aux autres gars avec qui tu joues, est-ce que c'est vraiment un réflexe de dire la première idée qu'on a, c'est de voir à l'extérieur du Québec à cause de ça, justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes? Oui, quand j'étais à l'année passée au collège, tout le monde voulait aller quelque part d'autre qu'au Québec parce qu'au Québec, on a 5 équipes. Mm-hmm. Puis c'est comme on les affronte 4 fois par année, comme ça devient redondant. Mais c'est pour ça que tout le monde voulait jouer, prendre de l'expérience aussi, habiter tout seul, jouer comme c'est juste une nouvelle expérience que tu vas faire quand tu finis le cégep. Mais c'est pour ça que les monde veut partir du Québec. Donc, comme si le Québec rajoutait des équipes de basketball universitaire, c'est sûr que ça changerait les choses, mais
On ne sait pas quand ça va se faire, c'est ça. Effectivement, effectivement. Puis oui, tu as raison. Puis ça, c'est un autre bon sujet, justement, parce que on en parle souvent. On entend parler au hockey, mais on entend parler justement au basket, on entend parler au football, on entend parler au volleyball. Il n'y a pas beaucoup d'équipes sportives dans les universités au Québec. Puis le basket, quand même, c'est pas que le bassin est gros quand même de joueurs. Là. Il y a énormément de jeunes qui jouent au secondaire. Au cégep, il y a plein d'équipes. Puis, regarde, même Division 1, la quantité de joueurs que dans la Division 1 du cégep, si la plupart continuaient à l'université, on pourrait avoir beaucoup plus que 5 équipes. Là. On pourrait facilement en avoir 7-8. Puis, je pense que ce serait intéressant. Est-ce que ça se parle? Pourquoi les universités ne font pas ça? Est-ce que tu le sais ou c'est juste. J'en ai vraiment aucune idée. C'est ça qui m'intrigue vraiment. J'aimerais savoir beaucoup pour savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup d'équipes. Mais je pense que c'est sûr que le Québec se pose des questions, puis on devrait en avoir dans les prochaines années. Hein. Puis l'Ontario, est-ce que c'est vu comme meilleur ou c'est juste parce que c'est plus le fun d'aller jouer contre plus d'équipes? Mais est-ce que l'impression des gars, je pourrais dire des filles aussi, mais est-ce que des gars, c'est vraiment, OK, le niveau de jeu, si tu veux avoir le meilleur niveau de jeu au Canada, il faut aller en Ontario. Est-ce que c'est du meilleur niveau ou franchement, comme tu me disais tantôt, c'est plus une question de compétition et de jouer contre plus d'équipes différentes? L'année passée, je pensais vraiment que c'était un meilleur niveau et que quand tu joues en Ontario, c'était les meilleurs des meilleurs. Mais durant la précédente, on est allé jouer contre des équipes qui venaient de l'Ontario et je pourrais dire que c'est le même niveau. C'est juste que la vision des personnes, que quand tu penses que Carleton, comme c'est une puissance, c'est vraiment une puissance du Canada, puis ils gagnent à chaque année, ils vont se dire que OK, mais la meilleure conférence, c'est l'Ontario. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres équipes au Canada, pas juste nous au Québec, je parle aussi dans l'Ouest canadien ou dans l'Est, qui sont très forts, qu'on peut compétitionner contre l'Ontario. Et là, cette année, bon, tu as ta saison, tu as joué à peu près la moitié de l'année, c'est ça? Tu as eu une blessure. Ouais. Mais comment tu as trouvé le niveau de jeu, justement, quand tu es arrivé? Est-ce que, étant donné que tu étais dans l'élite collégiale D1, quand tu es arrivé universitaire, est-ce que tu as senti un step? Tu as senti vraiment une différence où tu t'es adapté rapidement là, au style de jeu puis au niveau? Je trouve que je me suis adapté pas mal rapidement, mais c'est juste que la grosse différence, c'est ils sont plus musclés, ils sont plus grands, donc ça va être beaucoup plus physique universitaire que collégial. Je pense que même, on peut voir dans mes statistiques que j'ai pris beaucoup moins de rebonds cette année parce que maintenant, je suis obligé de toucher un joueur avant de prendre un rebond qu'à l'année passée, que vu que j'étais plus grand et plus fort que tout le monde, j'allais juste à prendre moi-même le rebond. Donc, je pense que la plus grosse différence, c'est la force et la vitesse qu'il y a dans l'universitaire. Au niveau de l'entraînement, de la préparation, est-ce que tu sens que le coaching, c'est pas une question de qualité de coach, c'est une question de façon dont les choses sont organisées au niveau universitaire. Est-ce que c'est plus avancé? Est-ce que tu sentais une différence ou c'est juste, bon, il y a plus de bons joueurs là, parce qu'à un moment donné, la pyramide fait ça, puis c'est quoi, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je trouve que les pratiques qu'on a eues, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une différence entre collège et université. C'est vraiment la même intensité. Mais la plus grosse différence, c'est qu'on a beaucoup plus de salles de musculation et on a beaucoup plus de vidéos qu'on doit regarder pour les autres équipes. C'est vraiment les deux grosses différences que j'ai vraiment vues quand je suis rentré à l'UQAM, quand j'ai rentré à l'UQAM. Puis, merger les études avec ça, ben, évidemment, tu es habitué, là, mais tu arrives à un autre niveau pareil. Là, l'université aussi, tes cours, c'est autre chose aussi. Fait que j'imagine qu'il y a de l'adaptation là aussi. Hein. Oui, l'adaptation, on peut, mais une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'aides à l'université, qu'il y a des tuteurs, ce qu'on peut avoir, ce qui peut vraiment nous aider dans nos études. Et je pense que ça aussi, c'est une différence qu'il y a à l'université au cégep. Parlons de la saison, parlons de basket. On parlait justement d'adaptation et tout. Effectivement, si on regarde les statistiques, on a vu jouer. Mais j'ai l'impression aussi qu'en te regardant jouer, plus la saison avançait, moins tu avais l'air d'une recrue, plus tu avais l'air de prendre ta place. Parce que c'est normal partout. Je pense qu'il y a tout le temps un petit côté où, au début, prendre ses repères et être le leader. Quand tu as été le grand leader de ton équipe,
tu arrives à une nouvelle place où est-ce qu'il y a déjà des leaders installés. Tu sais, Alex Lochard, c'est pas, tu sais, ça reste un gars qui a beaucoup d'expérience, qui est bien établi. Tu as d'autres gars, tu sais, des Kevin Civil, puis qui lui arrivait en plus d'ailleurs, mais ça reste des gars qui ont beaucoup d'expérience. Et là, toi, faire ta place là-dedans, comment tu as senti ton jeu se développer pendant la saison? Comment tu as senti ta game? Puis est-ce qu'il y a des moments dans la saison, des matchs où tu t'es dit, OK, là, je fais des choses que je faisais moins bien l'année passée, ou c'est sur quoi tu as travaillé qui a fait que aujourd'hui on te regarde jouer et tu te dis, OK, il est en train de prendre sa place puis il va être une grande force dans cette ligue-là? Mais c'est sûr, quand je suis rentré, je regardais beaucoup avec Alex, parce qu'Alex ici vient de Montmorency et c'est un big man comme moi, où je regardais comment il faisait. Et Alex, pour de vrai, qu'est-ce qui est j'aime avec Alex, c'est son mental. Il est toujours à 100%. Donc, j'essaie de prendre ça de lui. Et j'ai vu que qu'est-ce qu'il fallait que je change de collégial à l'université, c'est de plus shooter la balle et plus de prendre, plus d'avoir un IQ de basket. Donc, j'essaie de m'habituer à ça et je pense que c'est durant la saison contre Concordia, notre deuxième game avant, notre dernière game de la session d'automne contre Concordia, que j'ai pu voir ma différence, que je peux voir que OK, je peux faire un changement dans cette équipe-là, que je peux d'être avec, pas le même niveau qu'Alex, mais d'avoir le même impact que les vétérans de l'équipe. Et ça va vraiment donner beaucoup de confiance. Est-ce qu'il y a une équipe que tu aimais affronter plus que les autres cette année ou une équipe que tu détestais plus affronter que les autres? C'est quoi les forces et les faiblesses de chacune des équipes? Parce que tu as toutes sortes de styles. Tu as Bishops avec les deux grands Gagnon puis Robert. Tu avais une équipe comme Laval qui, oui, a des grands joueurs aussi, là, Savard, Seydou Sal, mais aussi qui travaille beaucoup avec ses guards qui sont Joseph puis Sidney Tremblay-Lacombe. Tu sais, tu as toutes sortes d'équipes. Concordia qui est plus systématique. Tout le monde est capable de tout faire. Quelles équipes t'aimais le plus affronter? Puis à l'inverse, lesquelles étaient plus difficiles? L'équipe que j'aimerais vraiment affronter, c'est Concordia parce que j'avais pas vraiment de big vu que tout le monde jouait, ils jouaient plus une statistique de small ball. Donc, ils se partaient plus la balle. Ils avaient comme leur plus grand joueur cette année était 6 pieds 5. Donc, c'est vraiment un avantage pour nous. Donc, c'est pour ça que je jouais beaucoup dans l'intérieur de la 3 points. Je pense que c'est là que j'ai fait le plus de points aussi contre Concordia. C'est pour ça. Mais ils sont très bons, ils sont très intenses. Je pense que Tyrell, c'est un excellent joueur. J'adore jouer contre lui. J'ai affronté Collegial aussi. Et Tu étais à John Abbott, hein? ouais, il était à John Abbott. C'est un excellent match-up pour moi. Mais l'équipe qui était vraiment dure, je trouve que c'était Bishop. Bishop avec Gagnon et Robert, c'est des big men à 100%. 100% big men. Ils shootent la balle, ils savent jouer à l'intérieur, ils sont difficiles à arrêter. Puis qu'est-ce que j'aime avec Bishop, c'est qu'il donne beaucoup la balle à l'intérieur. Donc c'est sûr que tu dois, au moins à chaque jeu, tu dois le guard one-on-one. Et ça m'a beaucoup aidé à mon amélioration. Vous avez joué contre Bishop en finale. Puis, bien évidemment, avant le match, vous avez joué contre Concordia en demi-finale. Ça s'est assez bien passé, évidemment. Contre Bishops, moi, je m'attendais à un match serré. Je me suis dit, OK, on va avoir quelque chose de vraiment cool à regarder parce que quand on fait le podcast, il y a Jason qui est avec moi, tu sais, puis Jason, il regarde vos matchs, puis il regarde tous les matchs, puis il suit ça, puis ce qu'il me disait, c'est que c'est ça. Bishops a probablement l'équipe qui est capable de contenir l'UQAM, mais ils n'ont pas été capables de vous contenir dans ce match-là. Il y a eu une partie du match là, au milieu du match où ils sont revenus, mais sinon, pour le reste, c'était votre game. Écoute, à quel point vous étiez... dans quel mindset vous étiez? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête pour jouer un match si sharp, si dominant contre quand même ce que je considère la deuxième meilleure équipe de la Ligue, là, même s'il y a plein de bonnes équipes, c'est pas le point, là, mais une équipe comme ça qui, comme tu dis, était difficile à affronter, vous avez quand même dominé la rencontre. Je trouve qu'on a beaucoup fait de vidéos sur Bishop pour savoir comment contrer les Gagnon et Robert avec leur guard Zachary Jones. On a beaucoup fait de vidéos et avant la game, tout le monde était concentré, tout le monde était prêt à donner son 100%. Même le coach
Même Mario était prêt. Tout le monde voulait. Comme on avait tout pour gagner. On a tout utilisé durant la game pour gagner. Et c'est vraiment ça qui compte. Je pense qu'à cause de ça, maintenant, notre équipe, la Kimishti, est vraiment 100%. Tout le monde est prêt aux nationaux. C'est ça que j'aime. Et même nos joueurs du banc ont bien step up la game. Tout le monde a fait son rôle. Tout le monde a bien joué. Et on ne pouvait pas en demander plus. Tu parles de la chimie de l'équipe. On dirait que pendant l'année, des fois, on disait, OK, cette équipe-là est pleine de superstars. Et des fois, on sentait, OK, il y en a un qui veut prendre la game en charge. On dirait qu'il y avait des moments où est-ce que c'était des individus qui essayaient de jouer. Alors que là, on a dit, OK, quand les citadins décident qu'ils jouent entre eux autres, pas pour l'individu, mais pour l'équipe, puis que tout le monde se met ensemble, c'est vraiment une grande équipe. Est-ce que tu as senti ça, toi, pendant la saison, justement, ou c'est juste une impression de l'extérieur que cette chimie-là s'est bâtie d'équipe, de créer une équipe avec plein de super joueurs? Ouais, au début de la saison, c'était vraiment difficile parce que tout le monde voulait avoir la balle dans ses mains pour marquer parce que tout le monde vient de quelque part et tout le monde était la star de son équipe. Comme Dadi Bahade était une superstar au collégial et quand il est allé NCAA 1. On a Eli à Montmorency, Kevin, Alex, c'était toutes des grosses têtes qu'on a mis ensemble. C'était vraiment difficile au début, mais au fur et à mesure de la saison, on a été capable, Puis, on a pu remarquer ça à la finale, qu'on a vraiment bien joué ensemble. Et je pense que maintenant on sait qu'on est capable de jouer ensemble et c'est ça qu'on est prêt pour les nationaux. Qui a fait le déclic? Est-ce que c'est votre coach qui a trouvé des twists? Est-ce que c'est un coach qui vous a parlé? Est-ce que vous autres, entre vous, vous parliez pour justement essayer de créer cette chimie-là ou elle s'est juste créée d'elle-même à force de pratiquer puis jouer ensemble? Je pense que c'est à force de pratiquer et toujours être ensemble, les voyages qu'on a eus, d'être en équipe, ça nous a vraiment aidé d'apprendre plus à nous connaître et je pense que c'est ça qui a vraiment aidé à bâtir notre chimie d'équipe. On parlait d'Alex Lochard. Alex Lochard a presque pas joué là, en fin de semaine. Je sais qu'il y a une blessure. Vous avez été capable de faire ça sans lui, justement, ou presque, là, parce qu'il était sur le banc et il jouait quelques minutes ici et là, mais c'est pas lui qui a pu faire la différence sur le terrain autant qu'il voudrait, j'imagine. Est-ce que ça vous a aidé à vous concentrer encore plus, de savoir que vous ne pouviez pas compter nécessairement sur Alex ou ça ne faisait pas de différence parce que c'est Next Man Up? Comment vous voyez ça? C'est sûr que ça nous a donné, comme on devait être plus sérieux parce qu'on vient de perdre quand même deuxième équipe étoile, c'est vraiment un accomplissement là. On devait plus nous concentrer durant la game. Mais Alex sur le banc était excellent. Il encourageait toujours. C'est quelque chose, comme c'est vraiment ça qui nous a aidé. Comme, OK, même si tu ne joue pas, il va toujours avoir notre back. C'est vraiment ça qui nous a poussé vers la victoire. Championnat canadien s'en viennent. En fait, ça commence cette semaine. J'imagine que vous partez très, très bientôt pour aller, dans les maritimes pour vous préparer pour ça. On parlait de Carleton. Tu as mentionné Carleton parce que c'est la grande dynastie du basketball au Canada. Ils sont champions en titre encore d'ailleurs. Vous commencez contre Carleton. Est-ce que, c'est pas juste, bon, ils vont être là, on va peut-être les affronter. Vous commencez. U-Sport a décidé de placer les champions québécois 6e. Ils mettent Carleton 3e parce qu'ils ont perdu en finale contre Ottawa. Donc, c'est Carleton qui est 3e. Vous autres, vous êtes classés 6, comme je disais, et vous jouez le premier match du tournoi. Il n'y a personne d'autre qui va jouer. Vous cassez la glace et vous commencez contre Carleton. Comment on se prépare mentalement? Parce que oui, je comprends qu'il y a des vidéos qui doivent se regarder et tout. Mentalement, est-ce que j'en beurre trop épais quand je parle de Carleton, puis faut ramener ça, faut tone down un peu, ou si simplement, non, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, puis c'est un défi, puis ça motive que ce soit ce défi-là. Comment vous voyez ça? Comment vous travaillez ça? Mais je pense que tous les gars de l'équipe veulent battre l'équipe qu'ils ont gagné à l'époque. Ça va juste, si on gagne ce match-là, ça va juste donner un statement au Québec, au Canada, que oui, il faut prendre le Québec au sérieux et il faut nous prendre au sérieux durant les nationaux. Et c'est pour ça que j'aime ça les affronter la première game parce que ça a donné, je pense que genre, tout le Québec va nous regarder. Ça va nous donner de l'énergie contre Carleton. Et j'ai vraiment hâte.
qu'est-ce qui va être à surveiller pour vous autres? Avez-vous commencé justement à établir votre stratégie ou c'est quelque chose que vos coachs vont vous parler juste dans les prochains jours? Là, parce qu'on est quand même... On enregistre mardi, là, donc évidemment, ça fait 3 jours que vous avez gagné votre championnat. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler, vos coachs vous ont déjà amené à travailler sur votre premier match contre Carleton? Mais c'est sûr qu'on veut utiliser notre vitesse athlétisme contre Carleton parce qu'ils ont des joueurs plus lents, mais on veut vraiment surveiller les bigs de Carleton avec leurs shooters. Je pense qu'aujourd'hui et demain, à la pratique, on va pratiquer les stratégies de Carleton, mais le coach met vraiment de l'emphase sur notre vitesse et le travail d'équipe qu'on peut contre Carleton. Fait qu'imposer votre rythme à vous autres plutôt que vous adapter à celui de Carleton, c'est ça? Exactement. Excellent. On te souhaite quoi? Parce que là, c'est ta première année, tu es déjà champion du Québec, déjà sur l'équipe d'étoiles des recrues. Évidemment, je vais te souhaiter de gagner le match contre Carleton, mais toi, comment tu vois ton rôle là-bas? Est-ce que tu as un défi personnel ou un objectif personnel en allant là-bas? Juste donner mon 100% et toujours être là pour mon équipe, pour mes amis, mes coéquipiers et mes coachs. Pas les décevoir. C'est juste, faut pas rentrer à la maison avec des regrets. C'est tout ce que je veux. Es-tu nerveux? Nerveux un peu, mais je suis prêt. C'est correct d'être nerveux. Est-ce que ton feeling est différent pour aller au Canadien qu'il était avant de la finale au Québec? Ouais, parce qu'au Québec, on n'était pas les underdogs. Mais quand on va au Canadien, c'est nous, tout le monde nous traite comme si on était les underdogs et comme on pourrait faire genre l'équipe Cendrillon. Oui. Mais au Québec, il n'y avait pas ça. Tout le monde disait qu'on devait gagner et tout. Excellent. Est-ce qu'Alex, il va être top shape pour le Canadien, sais-tu? On l'espère. Il a commencé à pratiquer avec nous, tout ça. Je pense qu'il va être prêt pour la game de vendredi. Excellent. On va surveiller ça attentivement. Écoute, Carl Tommy, un gros merci d'avoir fait cette entrevue-là avec nous. Merci d'avoir partagé un peu les moments de comment ça s'est passé cette année, puis surtout ton feeling avant les championnats canadiens. D'habitude, on ne peut pas prendre pour personne, mais là, on est au Québec, fait qu'on va cheerer pour Citadin big time. Donc, on va être chauvin là-dessus, et on va vous souhaiter. Je pense que vous avez plus que des chances de gagner. Je pense que mon feeling à moi, c'est que le reste du Canada ne connaît pas bien le basket au Québec parce qu'il ne sait pas ce que les Citadins s'en viennent leur offrir. Donc, ils ont beau voir des vidéos, je pense vous êtes capable de faire des grandes choses si vous jouez comme vous avez joué contre Bishop. J'en suis persuadé. Fait qu'on va regarder ça en espérant vous voir gagner. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, Phil. Ben, merci à toi. Puis, regarde, comme je te dis, on se redonnera des nouvelles à votre retour en espérant que tu arrives avec une belle médaille dans le cou. Hein. Parfait. Yes. Merci. Bon voyage, bon championnat. Merci. Voilà, ça met fin à une autre édition de Bulletin sportif, le podcast. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie évidemment d'être toujours fidèle et de partager en grand nombre ce qu'on fait. C'est l'idéal pour nous. C'est ce qui est le plus important que vous fassiez rayonner de votre côté aussi. Le sport étudiant, c'est ultra important pour tout le monde. Donc, je termine avec mes suggestions pour la fin de semaine. Début des séries en hockey collégial. On en a parlé avec Denzel. Donc, au niveau féminin, on va avoir Saint-Laurent contre John Abbott, Dawson contre André Laurando et Édouard Montpetit contre Limoilou en première ronde. Chez les gars, Saint-Hyacinthe contre La Flèche, Sainte-Foy contre Lionel Groux, Outaouais contre Sorel-Tracy et Champlain-Saint-Laurent contre André Laurando qui amorce leur série 2-3. Volleyball collégial, le championnat canadien, ça commence mercredi. Édouard Montpetit chez les femmes, Sherbrooke chez les hommes. Leur match de première ronde, ça se passe mercredi. Basket universitaire, ça commence jeudi pour les femmes, l'UQAM qui affronte Queens et vendredi chez les hommes, l'UQAM qui affronte Carleton. Et enfin, au niveau de l'athlétisme universitaire, le championnat canadien du 9 au 11 mars. Tout ça, c'est possible de trouver ça en web diffusion, donc il n'y a aucune raison de rater ça. Et je vous invite vraiment à aller faire un tour bisouner, allez regarder ça. On a des athlètes québécois, évidemment dans tous les sports, mais en athlétisme, c'est un
un sport où on en parle un peu moins, mais moins souvent la lumière là-dessus. Mais il y a un nom dont je vous ai parlé des dizaines de fois, Jessie Lacourse, qui, pour elle, c'est le chant du cygne avec le Rouge et Or. Donc, elle termine sa carrière universitaire avec le championnat canadien. Elle va participer à 3 épreuves. Elle a des chances de médaille dans chacune des 3. On va lui souhaiter de finir en grande, grande force sa carrière universitaire. Une athlète que j'ai adoré suivre dans les dernières années et que je vais continuer de suivre dans son parcours, évidemment, vers les Jeux olympiques qu'on lui souhaite éventuellement. Donc, juste, ne serait-ce que juste pour Jessie, allez regarder ça, les différentes compétitions. Il y a vraiment des belles performances à aller voir. Puis assurément, des étudiants athlètes qui donnent leur maximum pour s'assurer de vivre justement ces expériences-là au maximum, puis d'avoir la chance d'évoluer puis d'avancer dans leur sport. Donc, toujours beau à voir. Alors voilà, je termine là-dessus. Passez une excellente fin de semaine de sport. Amusez-vous, regardez-en. Et si vous êtes capable, allez sur place. C'est encore la meilleure façon de consommer tout ça. Merci. Bonne fin de semaine.